Otep, la famille, Otep, c'est votre frère, mon Balima Kassi, le Kamit qui parle au Kamit, les amis. J'espère que tout va bien de votre côté. Oui, après tout ce qui s'est passé avec la sœur Teferet. Malgré ça, les amis, je vous vois encore en forme. Ça veut dire que tout est bon. Les amis, avant qu'on commence le live, j'ai besoin de savoir si de votre côté, vous m'entendez bien. Si vous m'entendez bien, mettez les 5. S'il y a le moindre souci technique, mettez les 2, les amis. On y va, vous connaissez la chanson. Allez-y, allez-y, allez-y. J'ai envie de m'assurer que tout est OK avant de faire mon live. Donc, je vais patienter et je vais checker pour voir si tout est OK. En attendant, Otep à toute la famille Muntu qui me suit et Otep à tous les jaloux qui me détestent, mais qui, malgré tout ça, regardent quand même mes lives. Oui, je sais. On va patienter, les amis. Allez-y, allez-y. J'ai besoin de votre feu vert. Parfait, je commence à voir les 5 défilés. Nickel, le son est bon, l'image est bonne. Alors si tout est OK, les amis, on y va. Alors les amis, aujourd'hui, je viens encore une fois de plus qu'avec du lourd, comme d'habitude. Cette fois-ci, avec le frère Mr. T, que vous aimez bien, et un autre frère que vous ne connaissez pas, c'est Baba Buntu. Et je veux savoir, est-ce que ces 2 frères m'entendent? Otep, la famille, je vous entends parfaitement. Je passe la paix à toute la famille Muntu. J'oublie pas de saluer la sœur Akouvi, la sœur Soa. On reconnaît toujours les mêmes. Hein. Je revois par exemple l'enfant mystique. Et donc, je vous passe la paix. Brother Dr. Baba Buntu, can you hear us? Est-ce qu'il nous entend? Est-ce qu'il nous entend? Greetings, Pan-African greetings, family. Yes, I can hear you very well. I'm so honored to be here. Greetings to Brother Makasi. Greetings to everyone in the name of Mama Africa. Thank you. Donc, frère Mobali Makasi, je te passe la paix. Greetings à tout le monde, donc je vous passe la paix. Et au nom de Maman Africa, je vous passe la paix. Excellent. Bon, on va faire notre petite tradition. Hein. Ça veut dire on va se dire au moins bonjour dans nos langues. Donc moi, je vais lui dire Mbote Baba Buntu. Et tout ce qu'il a à faire, c'est dire Mbote Mobali. Ensuite, il pourra me le dire dans sa propre langue. Et puis après, je vais demander à notre aîné qu'il puisse faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire demander la permission aux anciens et aussi bénir cette émission. Et après, on va commencer le show. We've got a tradition on this platform when we start this broadcast. Although we're going to be talking in the language of our oppressor, at least we make the effort of greeting each other in one of our African languages. So Mobali Makasi said to you, Mbote Baba Buntu. All he wants you to say first is Mbote Mobali. Mbote Mobali. And then after that, he would like you to either say it in your own South African language. And then after that, if you can, as an initiate, if you can seek the permission of the ancestors to be able to address us and bless this exchange and conversation. Siyathokoza. Pan-African family, we come before our ancestors. We want to remember where we come from. We want to remember our great mothers. We want to remember our great fathers. We want to remember our freedom fighters. We want to remember everyone who came before us. We want to remember everyone who have stood up to our oppressors. We want to remember everyone who have stood up for our knowledge, for our families, for our nations. We want to remember every family member of the broader African family. We remember our wounds, but we also need to remember our victory. We remember being kidnapped, but we also need to remember being found. We remember being ambushed, stolen from, raped, and destroyed. But we also need to remember standing up, being strong, being God's creation on earth. We come before our mothers and fathers and our great spirits, and we ask, may our session
be in honor of every strong African woman, man, and child. May our engagement this evening be for the victorious reclaim of ourselves as a people who do not just talk, but act on the needs of our hearts, of our minds, of our soul, and of our spirits. Ashe, Ashe, Ashe. Siyathokoza. Haché, haché, haché à Tuosa. Alors cette prière, c'est pour dire que nous voulons nous rappeler d'où nous venons. Nous voulons nous rappeler nos mères. Nous voulons nous rappeler nos pères. Nous voulons nous rappeler nos freedom fighters, ceux qui se sont battus pour notre liberté. Nous voulons nous rappeler toutes celles et ceux qui sont venus avant nous. Nous voulons nous rappeler nos oppresseurs. Nous voulons nous rappeler nos familles. Nous voulons nous rappeler nos nations. Nous voulons nous rappeler tous les membres de notre famille. Nous voulons nous rappeler non seulement nos blessures, mais également nos victoires. Nous voulons nous rappeler les nombreux kidnappings, mais on veut également se rappeler qu'on nous a trouvés. Nous voulons nous rappeler ceux qui nous ont mis dans des embouches, qui nous ont mis dans des pièges. Nous voulons nous rappeler les nombreux viols. Nous voulons nous rappeler les nombreuses destructions. Mais également, nous voulons nous rappeler comment nous nous sommes tenus debout, standing up. Nous voulons nous rappeler comment on est fort. Nous voulons nous rappeler combien nous sommes des créations divines. C'est pour cela que nous demandons aux ancêtres de permettre que cette session soit une session où on vient honorer la force de notre peuple. Parce que nous voulons qu'à travers cette session, on se rappelle que nous sommes victorieux et que nous sommes venus pour arracher cette victoire. Qu'à travers cet échange, nous puissions vraiment trouver des solutions sur les besoins physiques, mentaux, spirituels dont nous avons. Haché. Haché, haché, haché. Excellent. Baba Buntu, certainement beaucoup de personnes te connaissent dans le monde anglophone et le monde francophone. Tu connais la barrière de la langue, fait que ce que tu fais n'est pas très très connu. Et j'aimerais bien que tu puisses un peu te présenter à tes frères et sœurs côté francophone, de qui tu es, de ce que tu fais et de ta contribution dans ce que nous appelons le combat. So, Brother Buntu, a lot of people know you in the English-speaking world, but you and I know the limitations of the language barrier, especially for us here who speak French. So I would like to start this conversation by asking you, is it possible that you briefly introduce yourself so that people can get to know you, especially for us here who are in the conscious movement? Thank you so much. And again, a very humble thank you to everybody who are on this meeting and this session tonight. Thank you so much for the invitation. And thank you for the work that you are doing to bring together the family of Africa. We are, as you have pointed out, very divided by all the instruments that our oppressors have put in place. So this is a breaking point. This is us saying no. This is us saying, no, we don't accept the boundaries. We don't accept the limitations. We actually break them. So to say a few words about myself, my name is Baba Buntu. I am an African man who is very angry, but I'm blessed because for quite a good portion of my life, I have learned how to transform my anger into productive energy and devote every single day an hour of my time on this earth to be part of change processes, transformation, and victory for our people. Ok, so en tout cas, merci. Je suis honoré avec humilité
j'accepte votre invitation et je suis vraiment ravi du travail que vous faites. Et c'est un travail extraordinaire parce que vous amenez les gens ensemble. You bring families together. Parce qu'il faut le savoir, nous sommes divisés par un oppresseur. Mais cette manière de faire cette plateforme Mobali Makasi, c'est une manière de dire non. On dit non à cette division que l'oppresseur voudrait mettre en place. Alors, qui suis-je? Je suis Baba Buntu. Je suis quelqu'un qui est fâché. I'm angry. Mais en même temps, je suis béni. I am blessed. Pourquoi? Parce que j'ai appris à transformer cette colère que j'ai en moi et de l'utiliser de manière productive. Donc, j'utilise cette énergie de colère que j'ai et j'essaye d'apporter une manière de transformer. Il dit, I would like to be part of this transformation. Je vais faire partie de ce groupe de personnes qui veulent utiliser cette énergie de colère pour aider à transformer et à apporter une nouvelle connaissance. Also, I have a unique Pan-African experience in that my family is from the Eastern Caribbean, from an island called Anguilla. I grew up in Norway, Europe, and I went back to Africa in 1993 first to do some research and work, but definitely with intention to stay. And I have been here permanently since 2000. And the work that I do together with my wife and family, we have a company called Ebu Kosini Solutions. Ebu Kosini means House of Royalty. And we really believe we are royal people, not in the sense that we are higher than anyone, but that we have an incredibly important legacy to continue on this planet. We are a great people. And the world around us no longer believe that, and we have even forgotten it ourselves, and we need to bring ourselves back to life. And that's what we do in very practical ways, through community work, through educational work, through working with men, women, children, students, unemployed, entrepreneurs. On all levels, we try to bring in learning journeys meant for the African man, woman, and child. Alors moi, j'ai une expérience panafricaine absolument unique et particulière. Je viens de l'Est de la Caraïbe, dans une partie qui s'appelle Anguilla. J'ai grandi en Norvège et je suis retourné en Afrique en 1993. Mais avant ça, j'étais venu faire des recherches et puis plus tard, c'est vers 2000 que je suis resté là de manière permanente. Alors, je fais un travail ici en Afrique du Sud avec ma femme. On a mis au point une organisation qui s'appelle Ebu Kosini, qui s'appelle House of Royalty, la maison royale. Et il se trouve qu'on n'est pas en train de dire qu'on est supérieur aux autres, mais c'est simplement qu'on est en train d'essayer de faire comprendre aux gens qu'on doit reconnaître que nous sommes un peuple glorieux, un peuple royal, et nous l'avons oublié nous-mêmes. Et même l'oppresseur s'attelle à justement nous faire oublier que nous sommes des royautés. Donc nous voulons, à travers le travail que Ebu Kosini fait, de reprendre cela et de le remettre sur la table. Alors nous faisons ce qu'on appelle community work. On travaille dans les différentes communautés, on travaille avec les hommes, on travaille avec les femmes, on travaille avec les étudiants, on travaille avec les personnes sans emploi, on travaille avec les employeurs, avec les entrepreneurs. Et vraiment, on est engagé dans une learning journey, donc un voyage de connaissances où on partage cela avec les communautés qu'on sert. Excellent. Est-ce qu'il veut poursuivre ou je peux poser ma question? Would you like to carry on or I can ask you my first question? You can ask her. Ok. Vas-y, tu peux la poser, frère. Il nous a fait comprendre que c'était un homme en colère et que cette énergie, il a essayé de la canaliser pour faire des choses positives. Qu'est-ce qui a mis ce grand monsieur en colère? Qu'est-ce qu'il a mis en colère? Moi, je suis curieux. Qu'est-ce qui t'a mis vraiment en colère? Excellent question. Mobali Makasi says, in the introduction, you said that you are a very angry man. And then you use that anger to channel it into learning and doing something positive. My question to you is, what is it that made you angry? What is it that made you so angry? I think
I've probably been angry most of my life and for slightly different reasons, but I think when I discovered that we have been lied to, that the reality that is being put before us as African people, that we have very little history to be proud of, that we have made very few achievements that we can take pride in, that we should be ashamed of our past, and um, we should be ashamed of where we come from and who we are and what we represent. And when I realized that that is not just slightly untrue or a little bit incorrect, it is an absolute lie. And when it sank in through books I started to read, speeches I started to listen to, when I realized the depth of that truth and how this lie has what it has done to us as a people, how it has made us small, how it has made us to some extent dysfunctional, how it has made us be okay or get used to being second class citizens or standing at the back of the queue. It just brought an insane rage into me. I could not believe that this is what we have been forced to believe about ourselves. And I found it very difficult to believe that we come from the same humanity of a people, of white people, and Arab people too, who have spent so much resources to make sure that their truth stands and that their truth is something we need to bow to every single day and that their truth must never be questioned. When I started to understand that, I don't think I can describe the feeling, but rage and anger is at least close. Ah, Shay. Alors, évidemment, moi, j'étais fâché pour différentes raisons. Mais la raison principale, c'est que on nous a menti. We were lied to. Et ce qui me mettait en rage, c'est de voir que la réalité de notre passé glorieux, eh bien, on voulait nous faire comprendre que on ne devait pas être fier de ce qu'on avait pu accomplir parce qu'on n'avait rien accompli du tout. Et on nous a, en fait, j'ai grandi et j'ai vu qu'on voulait nous montrer que on avait raison, qu'on devait être honteux de qui nous sommes, être honteux, avoir honte de nos cheveux, de notre peau, etc., etc. Et il dit que tout ça, c'était absolute lie. Donc, c'était des mensonges profonds. Et ma colère vient du fait que j'ai commencé à lire des livres. J'ai commencé à écouter des discours. I read books. I heard speeches. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait une vérité profonde, que nous avions été un peuple glorieux, mais tout ce qu'il y a autour de nous, c'était pur mensonge. Et pire que tout, dans ces différents mensonges, on a voulu nous imposer un système où on devait croire qu'on était petit, we were small, et qu'on était, il dit, dysfunctional, qu'on ne fonctionnait pas correctement. Et qu'on devait accepter le fait qu'on était second class citizen, qu'on était des citoyens de seconde zone. Et donc, quand j'apprends toutes ces vérités, il parle « I had an insane rage ». J'avais une rage malsaine. Et je ne pouvais pas croire et comprendre toute cette blessure qu'on nous avait infligée. Et pour moi, c'était vraiment difficile de vivre cela. Que notre humanité avait été blessée, bannie. Bannie par qui? Par les Arabes, bannie par les Blancs qui ont utilisé une machine qui voulait que leur vérité, leur fausse vérité, puisse être acceptée sans être questionnée et que notre vérité, eh bien, qu'elle soit absolument bannie. Et que c'est ça vraiment qui a fait que moi, j'avais cette rage, j'avais cette haine. Est-ce qu'il veut développer encore ou bien je peux poser mes questions? Would you like to carry on or I can ask you another question? Well, maybe I'd like to just add that rage, why I find it difficult to describe is that I realized that for a long time,
I had looked at myself and my people in the light of our oppressor. And even if I hadn't bought completely into the lie, it had made me a person very far from who I would have been had I known from the start that this was a lie. And I want to say this because others would maybe bring out the example of rage when they have been attacked, when they have been stopped by police, when they are suspected to stealing something from a shop, when they are called nigger and attacked brutally for being black. I have had those experiences, especially in Europe myself. And to me, all of those experiences still don't come up to the rage I have felt when I began to understand what had been done to us. And it's important to say that understanding of oppression sits next to the understanding of our glory. And I think I'm saying this to also hopefully inspire other Africans to read. I want us to read more. I want us to understand how great we were. Because the more you understand that, the more you need to be active in the solution to the oppression that we're still living. We were not just okay. We were not just fine. We were not just clever. We were incredible. We did things we can't even fully explain today. We were a majestic people. Had we continued to be in rulership the way we were, this world would have been completely different to what we know today. Our mind can no longer even go there to envision and understand the world we would have lived in if we had been able to continue what we were already doing at that time. Haché, haché. Alors, la rage, la haine dans laquelle j'étais, c'est difficile pour moi vraiment de pouvoir la décrire, mais j'ai vécu avec ça pendant très très longtemps. Alors, il se trouve que durant ce moment où les Blancs, ils nous ont falsifié notre conscience, ils nous ont appris ces faussetés, eh bien, je me voyais moi-même et je voyais mon peuple sous le regard de l'oppresseur. Parce que c'est cet oppresseur qui a fait que moi, je me voyais de cette manière fausse. Mais en réalité, tout ça, c'est quoi? Ce sont des mensonges. Il se trouve qu'il y a des gens qui ont une rage lorsque on les appelle nigger, on vous appelle nègre. Il y a des gens qui s'énervent et qui ont une rage parce qu'on les a accusés d'avoir volé dans un magasin. Il y a des gens qui sont énervés parce qu'on a suspecté qu'ils avaient fait une mauvaise chose. Mais en fait, moi aussi, j'ai pu connaître ça parce que quand j'ai vécu en Europe, en Norvège, eh bien, j'ai été victime de ça. On m'a appelé des noms, on m'a appelé des insultes. Mais pour moi, la rage, c'était pas la rage parce que les keufs m'avaient embarqué ou qu'on m'avait insulté. La rage, c'était quoi? C'est qu'il y avait des gens qui se sont attelés à nous considérer comme des gens qui étaient inférieurs et que nous étions supérieurs. Et là, il dit « What they had done to us ». Donc pour moi, la rage, c'est ce qu'on nous a fait. Parce que c'est pas qu'on est un peuple qui était glorieux. Il dit « We were a majestic people ». On était un peuple qui était majestueux. Et c'est lorsque j'ai commencé à comprendre cela que je me suis dit, il faut que nous, on puisse comprendre qu'il est important de lire. Parce que plus on lit, plus on comprend et plus on parvient à se dire qu'il faut qu'on apporte des solutions à notre oppression. Et il dit que nous avions été des gens qui avions un art de vraiment diriger d'une manière extraordinaire. Il dit, qu'est-ce que nous aurions pu devenir si on nous avait foutu la paix, on nous aurait laissé tranquille à vraiment gouverner comme nous le faisions, nous serions arrivés à un point inimaginable. Et c'est pour cela que je dis qu'il faut vraiment qu'on puisse lire pour pouvoir avancer. Le frère a soulevé deux choses que j'ai notées. Mais tout cela va rejoindre la lecture. Moi, ce que j'ai envie de savoir, pour faire simple, ma question, ça va être quel est l'élément déclencheur qui va faire que ce frère va ouvrir les yeux? Est-ce que c'est un livre? Et si c'est un livre,
Peux-tu nous parler de ce livre? Comment ce livre s'appelle et quel est l'auteur de ce livre? So you were saying initially that your rage was when you saw the lie that was perpetrated against our people, and then you said that you became conscious by reading books, but also by listening to speeches. Mobali Makasi says, what is the book? Do you have a book title that you could share? What is it specifically that really made you be enraged and start to understand and open your Surtout, eyes? quel est l'élément déclencheur? Alors, c'est peut-être pas un livre, hein, mais quel est l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui a fait que du jour au lendemain, le frère a ouvert les yeux? And also, what was the sparkling moment, the sparkling element? It might not be a book, but there must be like a sparkling, something that brought light, that made you start to become conscious. Well, I think it was a process over many years, starting by familiarizing myself with the more obvious books of, for instance, Malcolm X, Frantz Fanon, a number of other books. The awakening that happened, especially in the late 80s through hip hop music. But I think for me, a defining moment, and there are many, but one that I remember very specifically happened in the late 80s, and I was visiting London, UK, and there was a sister, I was visiting someone, and there was a sister who was driving us, and she said, "Oh, would you like to go down to the Black Bookshop?" And I was thinking, what is a Black Bookshop? And I didn't want to say I didn't understand because it sounded silly. She said it as if I was supposed to know. So I said, yeah, sure, let's go. And I was thinking in my mind, where are we going? Are we going to a Black-owned bookshop? Are we going to a bookshop where Black people are working? Are we going to a bookshop? But it cannot be a bookshop with only Black books. Like, how big would that bookshop be? I was so conflicted. So when we got there, it was a bookshop of only Black authors, and I couldn't believe that there could be so many books from floor to ceiling written by Black authors. And why I remember this moment so specifically was that in that moment, I wanted to do something that I didn't have the strength to do. I wanted to shout, I wanted to scream, I wanted to tear buildings down, I wanted to lift the whole floor, I wanted to do all kinds of things. And I remember thinking, what if I just run to the door and say, "Hey, our people, our books are here." And at the same time as I was thinking that, I also knew, without even trying, that if I did that, Black people will still say, "Books? For what? Like, what do I need a book for? I'm looking for a job." And in that moment, it really dawned on me how incarcerated we are. We actually have books, but we don't know. We say we want books, but when they are there, we don't go for them. We want to cry about our oppression, but when people are rallying and saying, "Let's stand up," say, "No, you know what? I need to watch something on TV." So I think that inability to do something about it was just a moment. And then I decided I'm going to read, and I'm going to make sure that every young person I ever meet will know that I have something to impart to that person from these books. Excellent. Excellent. Alors, par rapport à la question que tu poses, frère Mobali Makasi, il n'y a pas vraiment un moment spécifique. Et il parle, it was a process of many years. En fait, que c'était un processus qui a pris plusieurs années. Il se trouve que ça a commencé avec des lectures de bouquins sur Malcolm X. Il y a eu des lectures de bouquins de Frantz Fanon. Mais mon éveil va vraiment prendre lieu dans les années 80. C'est les années 80, c'est les années hip-hop, c'est la musique. Mais je dois quand même avouer qu'il y avait un moment particulier, a defining moment. Je me trouvais à Londres, au UK, et il y a une sœur qui m'a dit un jour, écoute, on va aller voir un magasin, et bookshop, donc savoir un magasin qui vend des bouquins, mais un black bookshop, donc un magasin
qui vend des bouquins pour Kamit. Et j'ai dit, un magasin qui vend des bouquins pour Kamit, mais qu'est-ce que c'est? Et je disais, mais on va aller où? Where are we going? Et je disais, mais un magasin de bouquins noirs, mais est-ce que c'est tenu par des Kamites ou c'est un magasin où tout le monde y va, mais il se trouve simplement que ce sont des Kamites qui travaillent là-bas? Et je me disais, mais est-ce que ce sont des bouquins écrits par les Noirs, du sommet du plafond jusque par terre? Je ne savais pas du tout. Mais lorsque j'arrive là, mais je ne pouvais pas y croire. I couldn't believe it. J'ai vu des bouquins depuis le sommet du plafond jusque par terre. Et quand je suis rentré là, je me souviens, la sensation que j'avais, c'est que je voulais faire quelque chose que je n'osais pas faire, c'était, je voulais crier haut et fort, je voulais tout détruire, je voulais, I wanted to lift all the floors, je voulais lever tous les étages, et surtout, je voulais sortir dehors et aller crier haut et fort à tout le monde. Hé, la famille, vous savez quoi? Tous les bouquins Kamit, ils sont ici à l'intérieur. Mais je ne pouvais pas le faire. Parce que si je le faisais, les gens auraient dit mais ce mec, il est malade, mais il est complètement barjot, mais qu'est-ce qui se passe? Donc les gens allaient penser, mais pourquoi tu nous parles des bouquins? Moi, je n'ai pas besoin d'un bouquin. Moi, ce que je veux, c'est un travail. I want a job, I don't want books. Et donc, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, on est mentalement incarcéré. Donc, mentalement, on est en prison parce que on veut des bouquins, mais quand on écrit des bouquins, vous venez même pas les lire. Lorsqu'on vous dit qu'il y a une manifestation, il faut aller assister, vous dites non, 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 I prefer to watch TV. Je veux rester à la maison et regarder un programme télévisé. Donc, il y a cette inhabilité que nous avons. On cherche des choses, mais quand on nous les propose, on reste à la maison. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai dit, OK, à partir de ce moment-là, je ne peux pas aller dehors et crier haut et fort. Mais ce que je fais, chaque fois que je lis un bouquin, je m'assure que quand je rencontre quelqu'un, je partage la connaissance que j'ai acquise dans ce bouquin. Et tout à l'heure, quand il a parlé aussi, il a parlé du fait que c'est avec sa femme. J'ai entendu qu'il faisait ça avec sa femme tout à l'heure dans l'autre volet. Et je voudrais savoir quel est pour lui le fait d'avoir une femme engagée à ses côtés. Quels sont les avantages? Parce que je suppose que si tu as une femme aliénée, pour faire le travail qu'il fait, bah, à un moment donné, peut-être que madame, elle va tirer la corde de l'autre côté. Donc je veux savoir quels sont les bénéfices. Yes, yes, yes. Avant de répondre à ça, je passe la paix à la maman Soa parce que c'est une question à laquelle on avait discuté ce matin. So there's a question here that Brother Mobali Makasi would like to ask. Earlier, you mentioned that in your organization, you work with your wife. And then he understands that your wife is conscious. Mobali Makasi asks you the question is, what are the advantages that you have found working with a wife who's conscious? Because if your wife was ignorant and was a coon, maybe you would have wanted to be doing work for liberation when she just wants to destroy it or prevent you from doing so. So what are the advantages of having a conscious wife next to you, by your side? Thank you so much for that question. And I'm going to break an African tradition right here live on this platform, because in some of our traditions, we are told that we should not brag about our marriages or broadcast details from our family life. But it's very difficult for me not to salute my wife. My wife's name is Tebucho, Mama Tebucho. We met maybe 12, 13 years ago. And I think at that time I had almost maybe not given up, but started to consider continuing my life as a conscious African man. Maybe not be married, even if I wanted to. And that doesn't mean that there's no conscious women out there, but I just wasn't able to find that woman that I felt we could continue to build something together. So when we met,
I have to say this when I have a good female friend from Ethiopia, and we both uh, many years ago we have never had any other interest in each other than being brother and sister, but we have both told each other that you deserve a good partner. You're a good catch. Like you must have a great partner. And I remember after having my first conversation with my wife, which wasn't even very long, I sent her a message saying, I just had coffee with the woman I'm going to spend the rest of my life with. And I'm saying it because I have never been that type of person who easily falls into the idea of a relationship. I take my time. I have many questions. There's many things I want to know about you. There's many things I want to clarify before we can even have a name for what we're doing. So for me to be so aware and so secure and so uh, know it so well that this is who I want to spend the rest. It didn't make sense to me. It's not how I would know myself. So it was quite shocking to me. But what I can say about starting a relationship with a woman who has a similar, maybe not the same, because I think if we saw everything exactly the same, that could also be very boring. So my wife is my partner. She is also the person that I have discussions with. She wants the best for me. I want the best for her. She will challenge me when she thinks I'm doing something that is not well founded or great. And she will also be the one who, if I should ever say that, you know what, I don't really feel we should continue doing this work, or I'm tired now, she will be the one coming up in my face and say, don't you dare walk away from your purpose. That's not going to happen. So for me, that kind of represents the security that is within the relationship. I don't have to perform. I don't have to impress. I don't have to pretend. I don't have to act a character. I can be me. And I know that should I be any less than what I'm supposed to be, she will be there to push me back into place. And she will also allow me to do the same to her. And I think that's the best word I can describe it with, that it has, we live in a very catastrophic and difficult world, but my marriage is filled with ease. And when I say filled with ease, it doesn't mean that everything is easy. Everything just goes and there's absolutely no hiccups. But it's ease none the same. It's ease in that it never gets to a point where we are about to end it, or we say, you know what, this is it. So there's ease in the sense that we both know that we are here for a purpose. We are led by our ancestors. We are serving our people, and we understand that we are God's instruments on this planet. And that is more than a blessing. En tout cas, frère, je te remercie par rapport à cette réponse, et je vais rompre avec la tradition, parce que la tradition dit qu'il ne faut pas frimer, se vanter par rapport à son mariage, et je vais rompre avec cette tradition. Je suis marié avec ma femme, ça fait 13 ans que nous sommes mariés, ma femme s'appelle Tabuho. Et il se fait que je vivais à une certaine époque où j'en avais marre, j'arrivais pas à trouver ma camite, et je me disais peut-être que je ne suis pas fait pour être marié. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des femmes conscientes là-bas dehors, mais il se trouve simplement que je ne suis pas quelqu'un qui tombe amoureux rapidement. Je suis quelqu'un qui se pose des questions, je suis quelqu'un qui étudie le dossier, qui essaie de voir comme ci, comme ça. Donc je ne suis pas quelqu'un comme ça qui s'emballe parce qu'il a vu une belle petite. Alors il se trouve que j'avais une amie, donc une femme qui venait de l'Éthiopie, et entre elle et moi on avait une relation de frères et sœurs. We were like brothers and sisters. Et chaque fois on se disait, tu sais frérot, je pense vraiment que tu mérites vraiment de trouver une camite. Et moi, je lui disais à elle, tu sais, toi aussi, tu es une bonne sista, et j'ai vraiment envie de te souhaiter que tu trouves vraiment la personne qui va te convenir. Et un jour, on discutait. Et lorsqu'on discutait, je lui ai dit, tu sais, je viens de rencontrer quelqu'un, et je pense que c'est avec elle que je vais finir le restant de ma vie. Et ça, c'est assez curieux parce que ce n'est pas mon style. Je ne suis pas le genre de personne qui parle comme ça. Mais c'est simplement que la réalité, elle s'est faite comme ça, et j'étais assez choqué.
Mais je dois dire, et c'est pour ça que je frime, et je dis que j'ai finalement trouvé quelqu'un. Je ne dis pas qu'on est similaire, parce que si on vit avec quelqu'un qui est exactement identique comme toi, ce serait un petit peu barbant. Par contre, j'ai trouvé quelqu'un qui est my partner, c'est mon partenaire. C'est quelqu'un avec qui je peux discuter, c'est quelqu'un qui veut le meilleur pour moi, et moi, je veux le meilleur pour elle. Également, she challenges me. Donc, elle me donne des challenges et je donne des challenges aussi. Et elle me motive. Elle me motive pourquoi? Parce que si jamais je lui dis parfois, tu sais, je suis un peu fatigué, j'ai envie de laisser tomber, c'est elle qui me dit, don't you dare. Elle dit, n'ose même pas, n'essaye même pas d'abandonner. Donc, elle est là vraiment à me motiver, à me soutenir. Donc, je ne suis pas là en train de vivre une vie où je vais faire semblant, où je vais prétendre. Je peux être moi-même, elle peut être elle-même. Donc, elle veut le meilleur pour moi et je veux le meilleur pour elle également. Alors, il faut retenir, et ça c'est la fin, on vit dans un monde, il dit, we live in a catastrophic world. On vit dans un monde qui est rempli de catastrophes. Mais mon mariage, my marriage is filled with ease. Je ne dis pas que mon mariage est facile. Je dis que mon mariage est rempli de facilité. Et c'est pour ça que jamais je ne peux concevoir que notre mariage va se terminer. Pourquoi? Parce que tous les deux, nous avons compris que we've got a purpose. On a un but à accomplir ici. On est au service de notre communauté. Et surtout, les ancêtres nous ont mis là pour que nous puissions faire le travail que Dieu nous a demandé de faire. Excellent, excellent. Maintenant qu'on a fait les présentations, maintenant qu'on sait à peu près d'où tu sors, qu'est-ce qui t'a emmené à la conscience et comment tu combats, on va en revenir sur notre sujet, c'est-à-dire que décoloniser l'éducation pour libérer l'esprit. Ce que j'ai envie de savoir, avant que cette éducation soit colonisée, comment l'homme noir et la femme noire étaient éduqués et pour servir à faire quoi dans la société? Première question. First question. So thank you very much for all the talk that we had before. Now we're going to be centering around the subject of tonight, which is to decolonize education. Before our spirit was colonized, how did Africans live? What were they doing prior to that? And maybe Mobali Makasi, I think I understood what he said. How did they go about colonizing it? I think this is his question. Je pense que ma question n'est pas très claire. Ce que je veux savoir, c'est comment les Africains étaient éduqués et à quoi servait cette éducation dans la société. Pour qu'ils fassent quoi? Very good. So the question, I reframe it, is how were we educated and what was the purpose of that education? We were educated to do what? Dans la société. In that society, Okay. in African society. Yes. Thank you very much for the question. I think we have lived for such a long time in a Western-oriented world that we have begun to see education as an aspect of life, not the totality. And I think us remembering where we come from means that we need to do away with our current thinking and see the world in quite a different light. My understanding of ancient African education is that every aspect of life had an educational aspect to it, starting with the home. And I'll come back to this in my presentation as well, that the home is the first educational institution where you learn values, you learn skills, you learn how to find your purpose in life, how to relate to people around you. And in Western education, that is just seen as basic protocol or etiquette. It's not really seen as something that stands out. But in our understanding, that's a very fundamental layer. Think about how many of us now spend years trying to find out, do I have a purpose? Am I worth something? What's the meaning of life? Why don't or do anybody love me? Do I belong anywhere? We spend a lot of time trying to find out those the answers to those questions. In ancient African education, that was set in the foundation. By 5, 6, 7 years old, you knew this. You didn't doubt this. You didn't go out to seek relationships later in life to fulfill
the gaps that you had been given from a broken world. So the point of education in African, ancient Africa, was to become the fullness of you. So from you being interpreted by elders, meaning your spirit being interpreted by elders, you going through rituals, initiations, being part of family, maybe being told that for this year you're going to go and stay with your uncle because you need to learn this, or the elders have told us that this is the craft that you need to learn, this is what you have been called to do, so you're going to spend your summer in this part of the country. Or these would be ways that those who looked after us, our elders and our parents, would be able to read through the signals given by our ancients. What is the purpose of this child? How do we best take care of this child? How do we best create guidance for this child? And that the ultimate goal of that would be you becoming the fullness of your purpose. Haché. Donc, un des problèmes que nous avons, c'est que nous vivons dans un monde occidentalisé. Et dans ce monde, l'éducation est quelque chose qui est mis à côté, alors que chez nous, les Kamites, eh bien, l'éducation fait partie de la totalité de l'existence d'un être humain. Donc, il faut vraiment que nous puissions nous désassocier, nous dissocier de cette réalité qui nous limite un petit peu, cette manière de penser que l'éducation, c'est juste à l'école. Dans l'éducation des Kamites avant, c'est que chaque aspect de la vie était une éducation. Cela commençait à la maison. Donc, l'école, ça commence à la maison. Qu'est-ce qu'on apprend à la maison? On apprend nos valeurs. We learn about our skills. On apprend sur nos compétences. On apprend, we learn to relate to other people. Donc, on apprend à être en contact avec les autres personnes, les membres de la famille, les voisins, les cousins, etc. Donc, l'éducation chez les Kamites, c'est quelque chose de fondamental. Il a parlé de fundamental. C'est vraiment essentiel. Il dit, les Européens vivent dans un monde tellement fragmenté que c'est plus tard que la personne se pose des questions. Est-ce que j'ai un but dans ma vie? Do I have a purpose in my life? Do I belong anywhere? Est-ce que j'appartiens à quelque part? On se pose ces questions chez les Caucasiens plus tard. Alors que chez nous, les Kamites, ces questions étaient déjà bouclées quand on avait 5 ou 6 ans. Donc, le petit enfant de 5 à 6 ans, il avait déjà compris sa mission de vie, son but de la vie et ce qu'il allait faire de sa vie future. Donc, l'éducation, vraiment, c'était un ensemble de tout. Et j'aime beaucoup ce qu'il a dit. C'est vraiment, ça mérite un pull-up. Il dit que le but de l'éducation, c'est to become the fullness of you. Je répète. Le but de l'éducation, c'est to become the fullness of you. C'est de devenir la plénitude de vous-même. C'est ça le but de cette éducation. On l'acquiert comment cette éducation? À travers des rituels, à travers des initiations, mais également le fait qu'on vit dans cette famille, parce que chez les Africains, on pouvait dire à l'enfant, maintenant il est temps pour toi que tu ailles habiter chez l'oncle ceci, chez la tantine ceci, parce qu'on avait vu que chez l'enfant, il fallait qu'il puisse acquérir certaines connaissances, développer certaines compétences, et donc il allait peut-être aller chez l'oncle un tel, qui avait peut-être une telle profession, parce qu'on pensait que c'est ce que l'enfant devait faire. Donc les ancêtres avaient équipé la famille pour pouvoir être à même de pouvoir lire les signes par rapport à un enfant. Et donc, l'éducation prenait tout cela en compte. Vraiment, l'éducation, c'était, il disait, a guidance. C'était vraiment guider l'enfant pour qu'il devienne the fullness of himself, donc la plénitude de lui-même. Can I add something to that, please? Yes. Est-ce que je peux rajouter quelque chose, s'il te plaît? Bien sûr, bien sûr. I think it's also important to understand that equality in the ancient world was not seen, for instance, that everybody can become somebody who plays the role of a priest. Everybody can become a blacksmith. Everybody can become whatever they want. In some instances, you can do that, but very often you need to be called to do what you are supposed to do. And what you do must benefit a much greater purpose. And that's a difficult truth to swallow for many people now
who are so used to an individual sense of freedom that they want to choose what they want to do. They want to interpret what their own purpose is, and they want to force what they should do. And anything else is seen as oppressive or forceful or not equality. So we had a discussion the other day about how men used to understand themselves in relation to the discussions we have today about men saying they are full of lusts and they need to have a woman every day, like those type of situations. How were men in ancient times? Men in ancient times would know that if they stepped out of line, they cause a cosmic imbalance. And if you know that you cause a cosmic imbalance and that actually matters to you, you will be very careful how you act. You will weigh every single second. Am I in line? Am I doing what I'm supposed to? Do I know the road forward? You'll be so careful, not out of fear, but actually out of love for life, because you trust and understand that there is a plan for you. Wow. 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 Beautiful. Alors, frère Mobali Makassi, je voulais rajouter quelque chose d'autre. Et là, je voudrais parler de l'égalité. Il se trouvait que dans nos sociétés anciennes à Kama, on voyait l'égalité non pas dans le cadre de considérer que tout le monde devait être prêtre ou que tout le monde devait être forgeron. Non. Dans notre concept de l'éducation, on avait en tête le fait qu'il y avait un appel. You have to be called. Donc, ce n'est pas tout le monde qui va devenir prêtre, ce n'est pas tout le monde qui va être forgeron, il faut être appelé. Et lorsqu'on est appelé, ce n'est pas pour se la jouer soi-même, on est appelé à devenir quelque chose to benefit a greater purpose, pour bénéficier la majorité des gens autour de soi. Donc, ce n'est vraiment pas quelque chose pour toi, mais ça doit bénéficier à tout le monde. Parce que nous, on vit à l'Ouest et on vit dans un système qui est vraiment individuel, à savoir qu'il faut que j'ai ma liberté, il faut que je choisisse mon pognon, il faut que je choisisse ma profession. Donc, c'est tout qui est dépendant de ce que moi, je prends comme décision. Et donc, de ce fait, on veut forcer le désir que l'on a, le forcer aux autres. Moi, je veux devenir médecin. Moi, je veux devenir ceci, cela. Mais chez nous, ça fonctionnait autrement. Par exemple, chez nous, à Kama, les hommes avaient conscience de ça. Par exemple, aujourd'hui, on vit dans une société où on critique les hommes qui aiment trop le sexe. Il a parlé de lust. Donc, ce sont des gens qui ont toujours ce besoin d'avoir à serrer une petite chaque fois parce qu'ils ne peuvent pas se contrôler. Il dit, nous à Kama, et là c'est vraiment super important, il disait qu'on avait la compréhension et la connaissance des conséquences de ce que lui appelle cosmic imbalance, d'un déséquilibre cosmique. Ça veut dire qu'on vivait dans un monde tellement ordonné que l'on savait qu'un petit faux pas à gauche ou à droite n'allait pas juste me heurter moi, mais que ça allait créer un déséquilibre d'un point de vue cosmique. Et la connaissance de ça faisait qu'on opérait de manière, il dit, very careful. On était très, très prudent. On opérait non pas par crainte, mais parce qu'on avait la conscience du chemin qui avait été tracé et que donc on voulait vraiment rester dans cette lignée-là, non pas parce qu'on avait peur, mais il disait out of love. Donc on n'avait pas une crainte, mais on était dans un monde de justesse, non par crainte, mais par amour. Très, 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 très beau, vraiment, ce qui vient. C'est très émouvant. Moi, ça me donne des frissons. Faisons un peu le bilan, parce que je pense que c'est le temps du bilan. Les locodermes sont arrivés et ils nous ont dit qu'on n'était pas éduqués. Et nous l'avons accepté, à un point où nous traitons nos frères qui sont dans la tradition de personnes qui ne sont pas éduquées. Ça sous-entend que tu n'as pas appris les choses des Blancs. Toute personne qui est un noir, quand on dit qu'il n'est pas éduqué, c'est-à-dire qu'il n'a pas appris les choses des Blancs. Donc, pour être éduqué aujourd'hui, c'est parce que tu as appris les choses des Blancs, tu sais parler leur langue, tu sais écrire leur écriture, tu as lu leurs auteurs, tu connais leurs ancêtres, tout cela, c'est ça qui fait qu'un noir aujourd'hui est considéré comme étant éduqué. Et ce noir, c'est qu'il traite les autres qui n'ont pas ce paradigme-là de non-éduqués. Bon, ok. Maintenant, faisons un bilan de toutes ces personnes éduquées-là, sur plusieurs générations. Qu'est-ce que ça a apporté
en Afrique? Faisons d'abord le bilan. Avant de trouver des solutions, faisons d'abord le bilan. Moi, je veux, à ton niveau, de ce que tu as constaté, quel est le bilan que tu peux voir? Positif ou négatif, hein? Je te laisse, j'ai pas envie d'influencer ton truc. Quel est le bilan? Brother Mobali Makasi is asking a very powerful and very profound question, but before that, he say, Baba Buntu, thank you so much. Everything that you're saying, I'm so thrilled and I'm speechless because everything you say, every time you speak a word, I feel goosebumps and I'm absolutely speechless. So that's one thing. And the second thing is, having observed everything before going for solutions, I'd like you to be able to tell us what is your observation of what is going on, because we live in a reality where we treat people who are in African spirituality as people who are not educated, because we live in a world where everything is turned flipped upside down. For you to be educated, you have to go to a Caucasian university. You have to learn about Caucasian philosophy, Caucasian ancestors, Caucasian way of life. And when you do that, you are considered educated. But if you stay in the tradition, in the spirituality, you are considered uneducated. So what have you observed? What is your conclusion to that? And could you talk on that subject before talking about the solutions? Ta question n'est pas bien précise. Ma question n'est pas bien précise quand tu l'as traduite. Ce que je veux savoir, ces Noirs éduqués. Ok, ils ont gagné, ils sont éduqués. Maintenant, c'est bon, ils ont appris toutes ces choses. Je veux savoir, faisons le bilan de ce qu'ils ont apporté de positif dans la communauté noire africaine. Est-ce que ça a apporté des choses qui servent aux Africains eux-mêmes? Est-ce que c'est des choses qu'ils ont apportées qui servent la communauté africaine? Faisons un bilan. Avant de critiquer, faisons un bilan. Est-ce que ça marche? Est-ce que être un Noir éduqué, ça marche? ça nous avantage encore plus. Parce que nos chefs d'État sont bien éduqués. Nos chefs d'État sont bien éduqués. Ils sont très très bien éduqués. Beaucoup d'entre eux ont même appris dans l'armée française. Beaucoup d'entre eux, ils ont été formés ici en France. Ils ont eu tous les diplômes. Je connais beaucoup de Noirs qui parlent bien le français. Je connais beaucoup d'entrepreneurs, tout ça. Mais je ne vois pas l'Afrique bouger. Je ne vois pas ça. Donc faisons un bilan. Soyons pas méchants. Faisons juste un bilan simple et je veux qu'il me donne son avis. Ashe, Mobali Makasi has added one important part of the translation that I didn't translate. I apologize. It is absolutely critical. Idi, yes, Africa is filled with many well-educated people. You've got a lot of our brothers and sisters who have studied in the most prestigious universities, who work in big institutions, the World Bank, the IMF, and they studied at Harvard. So Africa is filled with well-educated people. They are educated. The question is, what is your analysis of that wonderful education? Is there anything positive that has come out of that education? Do you see anything positive from that education? And do you see that education contributing to uplifting Africa and helping it to be developed? I need to really look for examples if I'm going to say that I see a lot of upliftment from that education. So let me be very honest. I see education, the way we know it, as extremely destructive. Extremely destructive. It is a machinery that is there in place for a particular reason. And it is to make us good Black boys or girls. That's our role in this world. We must be good Black boys or girls. And good Black boys and girls go to school, speak English or French or at least one European language or an Arabic fluently. And we have even adopted that amongst ourselves. I'm sure it's the same in French-speaking communities as in English-speaking African communities, that if somebody speaks French and they slip up or they say something that is incorrect, other Black people may even laugh and say, you don't even speak French well. That's what happens amongst English-speaking Africans, that people will laugh at you if you pronounce the English word wrongly. So we have internalized this, and we have been bullied and brainwashed to believe that when you speak a European language,
You even before you show us any degree, you are already intelligent. So that's number one. And number two, if you then can show a diploma or a certificate from a what is in their world is considered a good university, then you are untouchable. People will dance around you. You can do as many stupid things you want. People will still love you. And this says a lot about the mentality that has been hammered into us. But I want to say one thing next to that. It's not just that we are stupid. Let me use an example. My wife did a research for her master's degree in philosophy of education. She wanted to interview African parents who spoke their own native language fluently, but did not teach their children that language here in Africa, here in South Africa. And she wanted to know the reason. And she said this herself. She went in with a lot of prejudice, thinking, these parents, they think they are white. They just want to destroy these children. I'm going to show that. Like, she came in with anger and she just looked down on these parents who were so scared of being Africans. But what she found was that there was another layer to this reluctance of teaching African language to a child. Because think about it, we live in a world where there is absolutely no job interview you can go to in this world to speak an African language. There's no job interview in an African language, maybe Kiswahili. But apart from that, there's, and it's not a definite. If you say, I'm not comfortable doing this language, this in Kiswahili, I'm sure people will quickly speak English, even if they both know that they know Kiswahili. My point is, African language doesn't seem to give us opportunities, doesn't come with lucrative ways of being entrepreneurial. African languages doesn't sit in within manuals of technicalities and things that we associate with power and money. So what these parents said to my wife was that, but am I not doing an injustice to my child if I insist that my child should speak a language that is never going to get her a job, never going to push her to the front of the queue, never going to make anybody like her or select her or listen to her or think that maybe she is the one we're looking for? Am I not being selfish? And my wife said, you know what? Maybe there's something I'm not hearing well. There is a layer of fear. It's not parents saying, we want to be white. We love white people. We want to be like them. That's not what the parents were saying. They say, I wish I lived in a world where my language also counted for something, but it doesn't. So what I'm trying to say is, it's not pure stupidity. It's also us reading, especially from our place of powerlessness, being subjects in a world where we have to confine, where we are forced to be part of what is given to us. Think about how many African people will go to a job interview or go to a job opportunity and have to say yes to any condition. Even if they say, we don't have a lot of money, we're not going to treat you as a human being, we're going to call you a boy even if you are 60 years old, we're not going to give you any benefits even if we give our white employers the same. We're gonna completely destroy you as a human being, but we may be able to make sure you can pay rent at the end of the month. If that's your option as a black person in this world, you're going to say, let's go. Let's go. So what I'm trying to say is, yes, I'm against Eurocentric education. It destroys us every single day. Me and my wife, we are very happy that our 5-year-old, we have made a decision that he's not going to go to any so-called regular school. He goes to an African school. But 10 years ago, we couldn't have made that choice. And we may not have been financially stable enough to say we're going to homeschool, because homeschooling is a great thing. But for many of our income economies, it's not possible. Many of us are not even two parents in the same household. So if you are
live on one parent economy and you're going to stay home all the time for your children that need clothes, that need food, you don't have a choice. So we live in this vacuum of being against education, but let me just try. Let me hope that it goes well. Let me hope that he gets an opportunity. And when my son then goes to this school and gets an opportunity to study in America, I have to be happy because I know that it will actually lead to some form of opportunity. It comes at a great cost. It comes at a great cost. But what is the alternative? And my point is not to say so we must stop the discussion there. What I'm saying is that if we collectively want a different education, we need to lay the foundation for it. We need to think collectively, and it doesn't have to be all of us. It can be 30 of us. It can be 20 of us. We can start. It doesn't have to be a huge number, but we need to start within ourselves and build a possibility that our children can be schooled by us, raised by us, protected by us, be skilled and capacitated by us, and we will work communally. So, and this should actually be so easy for us because we are an agricultural people. And when you are agricultural by nature, you can never say that you don't know how to figure things out, because agricultural science is to understand the whole like how the whole world really works and ties in together. And if you can use that, you can transplant it into so many different other pockets of life. But that's a huge problem that I probably also will touch on. When we no longer know the land, we also don't know. Brother, let me just handle this. Let me just handle this. Sorry Quelqu'un a marqué que T-Boy va traduire ça. Ah, moi je sais pas. Bon courage les amis. Versez une libation pour T-Boy. Allez T-Boy. Mais facile la famille. J'ai les notes. Ok, donc frère Mobali Makassi, moi ce que je dis par rapport à ta question, est-ce qu'il y a quelque chose de positif qu'on peut tirer de ces gens qui sont très 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 éduqués en Afrique? Il dit, l'éducation caucasienne que nous recevons, il dit, it's a complete destruction. C'est une destruction complète. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un système où l'éducation des Caucasiens, soi-disant la bonne éducation, c'est une machine justement. Il dit, it's a machine to make us good boys and girls. Donc l'éducation des Caucasiens, c'est une éducation qui nous forme, qui nous force et qui nous apprend à être des bons petits garçons et des bonnes petites filles. Parce qu'on te dit, va à l'école, apprends à bien t'exprimer, que ce soit en français, en anglais, en espagnol, en arabe, etc. Et d'ailleurs, notez que ce soit dans des pays anglophones ou francophones ou ailleurs, si jamais vous êtes un kamit qui fait une faute en France, une faute de français ou une faute d'anglais, remarquez combien on se moque de vous. On se moque de vous parce que vous avez mal prononcé un mot, vous n'avez pas bien dit ceci ou cela. Donc en fait, avant même d'avoir montré un diplôme, juste le fait qu'on parle un bon français ou le fait qu'on parle un bon anglais, eh bien, on est présenté comme quelqu'un qui est intelligent. Avant même d'avoir montré un simple papier, un simple diplôme. Alors, une fois que vous avez un diplôme, à ce moment-là, on vous permet de faire toutes les conneries du monde. On vous permet de gérer des grosses sociétés et vraiment d'avoir une mentalité falsifiée. Donc, l'éducation des Caucasiens, il dit « It's an education to make you stupid ». Donc, ça vraiment, c'est une éducation à vous rendre stupide. Alors moi, je vais raconter quelque chose. Ma femme faisait un PhD, faisait donc un doctorat, elle faisait une recherche. Elle voulait étudier les causes et les raisons qui faisaient qu'il y avait des parents africains en Afrique qui n'enseignaient pas la langue maternelle à leurs enfants. Et parce qu'elle se disait, mais parce qu'elle est venue en mode rebelle en disant, mais je vais montrer à ses parents que ce qu'ils font, c'est mauvais. Attendez, mais vous êtes africain, vous parlez une langue africaine, vous êtes ici et vous n'avez même pas le plaisir d'apprendre à votre enfant à parler cette propre langue-là. Alors, elle était venue en disant, mais vous êtes en train de détruire les enfants et c'est pas du bon du tout. Et les parents ont dit à ma femme, mais en fait, ce n'est pas la crainte que nous avons. Il se trouve qu'il n'y a pas d'interview qui se fait dans une langue kamite. Quand bien même vous avez deux personnes,
le candidat et la personne qui fait cette interview, quand bien même elle pourrait peut-être parler Swahili, mais vous allez voir qu'elles sont d'accord qu'elles parlent la même langue, mais l'interview va se faire peut-être en français, peut-être en anglais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'avantage à parler une langue africaine. Parce que la langue africaine ne vient pas avec un mot de passe qui va vous permettre d'avoir un travail, d'avoir un salaire et des choses comme ça. Parce qu'il n'y a même pas de manuels qui sont écrits en langue africaine. Il n'y a pas des théories qui sont développées en langue africaine. Il n'y a pas un moyen de se faire de la thune dans ces langues africaines. Et c'est pour ça que ces langues-là, elles sont en fait délaissées. Donc effectivement, il y a une peur. Mais comme il a dit, these languages don't count. Ces langues ne comptent pas du tout. Parce que nous sommes simplement des sujets au lieu d'être des objets de notre transformation. Donc il dit que nous sommes là et nous vivons dans cette réalité et que moi je dis, effectivement, je suis contre cette éducation eurocentrique. Et c'est pour cela que mon enfant même, nous avions décidé qu'il n'allait pas aller à l'école. Je sais que le homeschooling, ce n'est pas un format qui est pour tout le monde. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, il n'y a pas toutes les familles qui ont un père et une mère à la maison. Donc d'un point de vue économique, parfois c'est un petit peu difficile. Donc le homeschooling, ce n'est pas facile pour tout le monde. Parce que s'il y a une seule femme, par exemple, qui doit élever son enfant et en même temps faire le homeschooling, ce n'est pas possible. Donc il y a des gens qui n'ont pas ce choix. Alors, il se fait que quand bien même quelqu'un pouvait avoir une bourse pour aller étudier aux États-Unis, par exemple, mais à quel prix? Au prix d'une aliénation. Donc moi je dis, nous avons besoin, il dit, we need to lay the foundation. Donc nous devons mettre des bases, nous devons poser des bases et on doit le faire de manière collective. Je ne demande pas à ce qu'il y ait tout le monde. On a juste besoin de 20 ou 30 personnes. Et une fois qu'on l'a fait, maintenant il faut que we start the process of building possibilities by us. Il faut qu'on puisse commencer à bâtir pour nous nos institutions, dans nos langues, nos manuels, nos solutions. Parce qu'il ne faut pas oublier, we are an agricultural people. On est un peuple agricole. On ne peut pas être agricole si on n'a pas une vision holistique. Parce que l'agriculteur, en fait, il étudie tout. Il étudie la quantité d'eau, le terrain, la saison, la température. Donc, puisque nous sommes un peuple agricole, c'est facile pour nous de vraiment mettre une fondation et commencer à comprendre les choses dans leur totalité. Waouh, waouh. On va pas tarder à balancer les diapos. Cet échange était nécessaire, même si l'entrée est un peu longue, mais c'est parce qu'on fait les présentations, on apprend à se connaître. Désolé, mais c'est pas grave. Je vais poser une dernière question, je pense, et après on va attaquer les diapos. Ma question c'est, comment nous allons y arriver sans la famille? Parce que tu as dit que, j'ai cru comprendre lorsque tu parlais de l'éducation, avant qu'on soit aliéné par les autres peuples, qu'il y avait la possibilité qu'un enfant puisse être envoyé, entre parenthèses, en formation chez son oncle, chez sa tante. Donc ça veut dire que le socle familial, pour l'Africain, c'est très important. Parce que la famille va faire en sorte qu'il y ait un clan va faire qu'il y ait un royaume va faire qu'il y ait un empire. Donc tout commence par la famille. Et d'ailleurs, pour beaucoup d'entre nous, lorsqu'on nous présentons en tant que personne, on ne se présente jamais « je m'appelle un tel ». Nous disons « je suis un tel enfanté d'un tel et d'un tel, du clan un tel, de l'ancêtre éponyme un tel ». Donc, tout est un homme sans famille, ce n'est pas possible. Mais comment nous allons faire cette éducation qui est censée commencer à la maison? Et cette éducation prend pour fondement la famille. Lorsque aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de famille. C'est très difficile aujourd'hui. Et même lorsque nous avons une famille, cette famille ne partage pas forcément les idées que nous partageons aujourd'hui là. Donc comment nous allons faire ça sans la famille? Parce que tu es peut-être kamite, mais tata, elle est peut-être musulmane chrétienne. Donc tout ce que tu vas dire, tu vas l'envoyer là-bas, c'est pour encore aliéner ton enfant. Comment tu vas le faire même si dans le cercle des amis, tu n'as pas d'amis kamites? Parce que l'enfant va rencontrer un tonton musulman, tonton je ne sais pas quoi. Quand tu vas faire ces débats à la maison, c'est pas du bon. Donc comment nous allons y arriver sans la famille? Est-ce qu'il a un plan?
Yes. So Mobali Makasi is saying, thank you very much for this profound exchange. So now we're about to start showing the slides. But before that, I'd like to ask you another very important question. I heard you earlier talk about all the various stages that the child goes through, rituals, initiations, and all this is part of the education. And you mentioned something very important. You say, for example, a child will be sent to live in an uncle's house or an aunt or things like that. So he said the question is, how do we solve our problem knowing that many of us don't have families? Because you did say that family is important, and Mobali Makasi understands the importance and the foundation of a family, because that family will lead to a clan, the clan will lead to a tribe, and the tribe will lead to a kingdom. So everything is built together. But how can we solve our educational problem without families? Because many of us don't even have families. Or if we have families, some members of our families don't share our views. Because you, for example, your wife might be conscious, but I'm not going to be surprised that maybe grandma is Muslim or grandma is Christian. Are you going to be sending your child to face that reality? So this is the question that Mobali is asking you is, do you have a plan for this situation, please? Thank you so much. I have two responses to the question. One is to how to build a different educational institution in a world that does not appreciate it. And I'm talking about our world now, our Black world. Because many of us do not want African-centered schools. Many of us will immediately think that when Mukasi sets up his African school, it's probably going to be a poor school. It's probably not going to have real education. It's not going to give real degrees. It's going to be probably funded by drug money. There's going to be a whole lot of stuff that is being said about this school, and people will not buy into it. We love white people. We trust white people, even if they are the ones who have killed us over and over again. But let's get to that, because that's a psychological trauma that we suffer. But solutions. Number one, what we did as concerned parents, maybe this started about 10 years ago. Some of us started having conversations about, some of us had children already, some of us were about to have children. And we said we were not comfortable and we were not willing to wait for anyone to start this initiative. So we started having discussions, and that resulted in homeschool education that rotated amongst parents, and that has now become a community school. It's a small community school with about maybe 35 children, supported by a broader family of families who buy into that school. So that's one example of that. And if I can quickly also answer the family question, because they are related. Personally, I have struggled with belonging to family in so many different ways. I'm not going to go into details, but anyone who says that they feel lonely, they feel abandoned, they feel they don't know if they can fit into their family, I understand what that means. I have lived through that. I have also good experiences with biological family, but I also have many awkward and quite difficult situation or experiences with that. I think we need to think both in intermediary and we need to think long term. Right now, and I think this is an example of us forming family networks. Right here, this might not be completely a family in the sense that we can plug into this meeting and go our separate ways, but it's the beginning towards. And I don't even have to ask. You have never told me this, but I know without even asking that through this show, new families have come together. Families of the mind, families of interest, families of business, families of organization, families of sharing skills. Through you, people learn more than just the lecture. They also learn, oh, it's possible to use YouTube for this. Oh, you can use the technical advancement that is available to us for African purpose. I never thought about that. That's a huge idea, and you're not talking about it, you're doing it.
Even if I don't believe in what is said on this platform, I can plug in and see you doing it and see, wow, they do it really nice. They are professional. They know what they're doing. This definitely will work. That in itself, this is education and it's family at the same time. So I'm just saying we also need to form families. Family is not just about blood bonds. And African culture has always been aware of that. Family in the African tradition is who eats together. Ouh. Haché. Ouh. Oh. Haché. T'as dit, frère. Excellent. Brother, let me do this. Oui, donc frère Mobali Makassi, par rapport à ta question, je vais te donner deux réponses. La première chose, il dit, we need to focus on how to build different institutions. Donc moi, ce que je vais te dire au début, c'est quoi? En fait, il faut qu'on puisse se poser différentes questions sur comment est-ce qu'on peut construire de nouvelles institutions pour faire face à cette réalité justement qui fait que on est mal aimé, we are pushed down, on nous rabaisse, etc., etc. Donc il dit, on vit dans un monde où si toi Mobali Makassi demain tu te réveilles et tu dis je vais commencer une école Kamit, les gens vont dire it's not a real education, c'est pas une vraie éducation. They don't give real degrees, ils donnent pas de vrais diplômes. Ou ils vont dire que l'école a été fondée using drug money, que l'école a été financée par de l'argent qui vient de la coke. Donc il dit, on est dans un monde où on croit trop aux blancs. Even if they killed us. Donc même ces blancs qui nous ont tués, ils nous ont mis en esclavage, ils nous ont fait toutes ces mauvaises choses, on croit trop naïvement à ces gens-là. Mais moi je dirais ceci, il y a 10 ans, on s'est posé ces mêmes questions. On avait des difficultés et on voyait qu'on souffrait énormément. Mais on s'est dit, il faut qu'on commence quelque chose. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ce qu'on appelle a homeschooling rotation. On a commencé à faire des homeschooling en rotation où différentes familles prenaient un relais. Au bout du rouleau, cette homeschooling qui était en rotation est devenue a community school, donc une école de cette communauté. Et après, nous avons eu 35 enfants qui venaient et qui servaient plusieurs familles. Donc ça, c'est la première question. La seconde question, c'est la suivante. Moi aussi, j'ai vécu des moments difficiles. Je vis dans une famille où j'ai eu de bonnes expériences, mais également de mauvaises expériences. Mais je dis qu'il faut vraiment qu'on se focalise sur le long terme, mais également le terme immédiat, maintenant. Il dit que nous devons former des familles. Et on doit commencer maintenant. Et je regarde ta chaîne, par exemple. Je ne suis pas obligé de croire à tout ce que tu fais, mais rien que l'expérience que j'ai aujourd'hui, je vois que ici, dans cette chaîne Mobali Makassi, on peut former de nouvelles familles. Qu'est-ce que je veux dire par là? On dit que ici, je peux former une nouvelle famille d'esprit, a new family of mindset. Je peux former une nouvelle famille d'intérêt. Je peux former une nouvelle famille où on partage des compétences. Je peux former une nouvelle famille de connaissances parce que tu partages des lives et on apprend. Et je vois également que moi, je peux me dire, ah ok, chez Mobali Makassi, j'ai vu qu'avec l'outil YouTube, on peut apprendre, on peut se connecter, on peut être initié, on peut faire ci et ça. Donc c'est maintenant que je me dis, je vais utiliser l'outil que j'ai for an African purpose, pour un but africain. Parce que ce qu'il est important de dire, c'est quoi? C'est qu'on doit former des familles. Parce que dans la tradition africaine, la famille, ce n'est pas simplement ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, parce que vous êtes une famille de sang. Mais family is who eats together. La famille, ce sont les gens qui mangent ensemble. Vraiment, vraiment. J'ai kiffé cette phrase. J'ai kiffé cette phrase et c'est la réalité parce que chez nous, lorsque vous êtes très très jeune, quand tu as un ami que la maman connaît et qu'on vous met ensemble, que vous mangez dans la même assiette, c'est comme si c'était un pacte. Vous ne pouvez plus vous séparer. Et quand il y a une bagarre entre vous, la chose que vous allez dire, c'est « on a mangé ensemble ». Ça veut dire « rappelle-toi qu'on a mangé ensemble ». Ça veut dire qu'on est des frères. Ouais. Et quand il a dit ça, ça m'a touché. Donc traduis juste cette partie et maintenant on passe au slide. Je suis un peu ému parce que same here. So Mobali Makassi says that now we're going to be moving to the second part, which is the slides. But he says everything you're saying, I'm filled with emotions, and I'm saying me too. He's saying when I was a child growing up in Congo, we had the same thing where our parents will get relatives
and they'll get them together to eat and share food, and which means that even if after sharing a meal we ended up fighting, the say goes always like this: remember, we ate food together, which simply means that whatever happens, we are family, we are connected, and so we shouldn't be breaking this. So Mobali Makasi is very grateful. So now we can move to the slides. Thank you so much. So my presentation is about the decolonization of education. I will try to make a pause after each slide, and where you'd like to stop and ask some questions also, Mokasi, of course, you'll feel free. But I noticed that I've touched on a few things that will come up in the slides as well. So just to go into the second slide of the introduction, if you go to the second slide. Donc on peut aller au prochain slide. Sorry. Donc on va aller au prochain slide, mais pendant que le frère Mobali Makasi passe au second slide, on va maintenant commencer la présentation qui s'appelle la décolonisation de l'éducation, donc la famille. Désolé, j'ai oublié de mettre un S à la place d'un Z, donc pardon. Donc on va parler de ça. C'est parce que tu n'es pas éduqué. Mobali Makasi is making fun of me because in the French translation, I use a Z rather than an S. So since I made a French mistake, Mobali Makasi said that I'm badly educated. I'm barely educated. You are not a good black boy. Yes. Oui. Oh, la famille, le frère Mobali, il rate jamais son occasion. Donc, je vais faire slide après slide, et donc je vais m'arrêter à un moment donné pour qu'il y ait des traductions. Ok. Est-ce que je suis à la bonne la diapo là? C'est bon? Donc, tu dois passer au deuxième slide, s'il te plaît. Introduction, j'y suis là. C'est bon pour lui? Yes. So we are now in the second slide, which is introduction. Yes. So here, I think what I want to add, and maybe for those who have joined the conversation a little bit later, is that I am based in Johannesburg, South Africa, in a country that often is seen as a model for Africa, and it is definitely not. South Africa is a very complicated, complex, and problematic space. It's a beautiful space in terms of nature and people and culture, and there's lots of greatness about Azania or South Africa, but it's also a very colonial space. It's a very westernized space. It's a very enslaved space in that South Africa's greatness, what often other Africans desire about South Africa, comes at a colossal black cost. So when you see skyscrapers and machineries and infrastructure that looks very nice on introduction films, that's the possibility because of Black people working for extremely low wages, being exploited, and having to live in small matchbox houses, while the small white elite and also the small Black elite can live in bungalows and millionaire complexes. Ok. Donc, j'habite en Afrique du Sud, à Johannesburg, et c'est une ville, et même l'Afrique du Sud dans son entièreté, est souvent vue comme un modèle pour l'Afrique. Mais en fait, ce n'est pas la réalité. L'Afrique du Sud, c'est un pays compliqué, c'est un pays complexe, c'est un pays problématique. Malgré cela, c'est un pays qui est très, très beau de par sa nature, de par sa culture, mais l'Afrique du Sud, ça ne reste pas moins un pays avec une réalité coloniale, parce que c'est un pays qui est occidentalisé, et c'est un pays également qui a connu l'esclavage. Alors, il faut savoir que lorsque vous regardez l'Afrique du Sud, dans des génériques de films, à la télévision, vous voyez des gratte-ciel de beaux bâtiments, mais cela, en fait, coûte quelque chose. En fait, il y a un prix colonial dessus, et c'est qui paye une fois de plus? Ce sont les Kamites. Pourquoi? Parce que les gratte-ciel et toutes ces belles routes ont été construites sur base d'une destruction, parce que on a l'Africain du Sud, donc le Sud-Africain, qui est employé dans des travaux difficiles,
il a des salaires qui sont très très bas, il est exploité, il est forcé à vivre dans ce que lui il appelle matchbox houses, donc des maisons qui tiennent dans un paquet d'allumettes, et alors que de l'autre côté, une minorité de blancs et avec leurs laquais, eux, donc ils sont appelés à vivre dans de belles maisons, dans de belles villas. We can go to the next slide. Prochain slide, s'il te plaît. And in my presentation, I will talk about the meaning of education. Then I will talk about what decoloniality means. And then I will use Africology to explain how I think we can recreate African-centered and African education. And then I will mention a few practices, and then I will also mention a few things we do as Ebukusini Solutions. And the pictures that you see throughout the presentation are pictures from our workshops, sessions, and work with different groups in different places around South Africa, so that you also get a little bit of an insight into the work we do. Donc, prochain slide, s'il te plaît. Pendant ce temps-là, ce que je vais faire à travers ce slide, je vais vous donner la signification que moi, j'ai développée de ce que c'est que l'éducation. Donc, je vais dire ce que ça signifie pour nous et je vais l'utiliser sur base de ce que j'appelle l'africologie. Alors, dans cette présentation, je vais également parler de ce que c'est et comment, justement, on pourra recréer une éducation qui est afrocentrée. Je vais vous montrer des points pratiques, je vais vous montrer des exemples de ce que nous faisons et les images que vous voyez à l'écran, ce sont des images tirées de plusieurs workshops, ateliers, des exemples de photos que nous avons prises lorsqu'on faisait des travaux avec la communauté, des travaux faits dans différents groupes, dans différents endroits en Afrique du Sud. Donc, je vais vous donner un aperçu de vue de l'intérieur. So this section is called the meaning of education, and we can go to the next slide again. Donc, tu peux aller au prochain slide et donc je vais commencer par expliquer la signification de l'éducation. So here I want to talk about our experience of education. The word amnesia is a word that describes a person who has completely lost memory. And I use this word to describe who most of us have become in terms of remembering who we once were. We do not remember. We don't even have a vague memory. We may have a vague memory in that we remember some of our musicality, some of our proverbs, some of our cultural customs, but we don't really remember who we were. And that's because the education we now have, which has made us amnesic, has instilled fear in us. We are fearful of ourselves. We are fearful of our past. We are fearful of our present and even our future, because education, in our experience, wipes us out of history. We do not belong. Oh. Think about how many of us may have gone to school for more than 15 years, and still we don't know much about ourselves. What does that even mean? What that means on a subconscious level is that we don't really exist. We are just people who hop and dance and play ball so that other people can invest in us and become rich. But we don't really mean much. If we fall off the face of the earth will continue. Nobody will miss us. That's what it means. And that's a very existential crisis when your footprint is taken away, when your memory is no longer there, and when you have no idea that you really, really, really existed. Maybe I should pause for translation. Absolutely, absolutely. Alors, à travers ce slide, je vais parler de notre expérience. Nous vivons dans une amnésie. Ça veut dire que nous avons perdu toute capacité de mémoire. Nous ne savons plus qui nous sommes et donc de ce fait, on ne sait pas savoir ce qu'on était avant et donc d'office, on ne sait pas savoir ce que nous pouvons devenir. Certains d'entre nous ont peut-être une vague mémoire.
on se rappelle peut-être certains proverbes, on se rappelle certaines coutumes, mais malheureusement, la majorité de ce que nous devons savoir sur qui nous sommes, eh bien, nous l'avons perdu. Pourquoi? Because of education, à cause de l'éducation justement qui est faussée, parce que nous avons une éducation caucasienne qui fait que on a peur de nous-mêmes, on a peur de notre passé, on a peur de notre présent, on a peur de notre futur. Donc cette éducation que nous recevons, c'est une éducation qui met la peur au centre de notre vie de tous les jours, parce que cette éducation est une éducation qui gomme, qui efface notre histoire. Parce que, regardez, un enfant va aller à l'école, il va passer 15 ans de sa vie à l'école, et vous allez voir qu'après 15 ans d'études, eh bien, il ne sait pas qui il est lui-même. C'est vrai, on nous apprend à être des Africains qui savons sauter, danser, faire toutes ces activités sportives, mais après, le monde continue comme si l'Africain n'avait jamais existé. Donc, il y a une crise existentielle parce que notre mémoire a été effacée. Our memory was erased. Vas-y, prochain slide, s'il te plaît. Qu'il pense à faire aussi court, comme ça, tu peux avoir le temps de traduire mieux. So, Brother Mobali Makasi is saying, if you can, please make the answer short so that it can give me time to manage the translation more efficiently. Yeah, okay, thank you so much. I'm also using two expressions that sound a bit big, but I want to explain why. So, paradoxical self-esteem and intellectual and spiritual mass suicide speaks to, it's just different words for incredible confusion. So, paradoxical self-esteem speaks to think about it, when most Black people, when we have gotten a degree, we have a place to go to with pride. Our parents will be proud of us. They will probably even cry. Our grandparents will be proud of us. Our whole community will feel that we finally are somebody. But it is not consistent. That self-esteem is also broken. That self-esteem is also built on a false narrative, because what you are an expert in is everything but yourself. Let me pause there. Magnifique. Donc en fait, frère, est-ce que tu peux revenir au slide précédent, parce qu'il parle de ce qui était avant. Pardon, désolé frère. Donc en fait, le frère parle de deux expressions. Il parle de l'estime de soi. Frère Mobali, tu peux revenir en arrière, s'il te plaît? C'est fait, hein. Je suis Okay. sur estime de soi paradoxale. Voilà, c'est ça. Donc en fait, il parle de l'estime de soi et du suicide. Donc en fait, il dit qu'on vit dans une réalité où il y a une confusion. En fait, notez que si vous avez par exemple quelqu'un qui va avoir un diplôme, eh bien, vous allez vous rendre compte que tout le monde va être content. Le père va être content, la mère va être content, et même les grands-parents vont être contents. Il y aura peut-être même des gens qui vont verser des larmes parce que Mobali Makasi, voilà, il a en fait obtenu un diplôme. Mais tout cela n'est pas consistant dans le sens où il y a un lien qui a été brisé. Pourquoi? Parce que quand bien même Mobali Makasi, il aura en fait un diplôme, il va être expert, mais pas expert pour lui-même, mais il va être expert dans les choses qui en fait vont bénéficier les autres. And it follows then that this, and you will only be able to appreciate why I'm using so strong language if you understand the rich greatness that we come from, what we have built, what kind of architecture we represent, what kind of mathematical equations and science we have developed, what kind of spiritual science we have mastered. And when you then become a doctor, an expert, a professor, but you have not been told you do not stand on the shoulders of your own ancestors, that is suicide. Because if the African lineage is supposed to continue for you to stand
on the shoulders of those who went before you. But your experience to go into education and universities for most of us is to eradicate that history, is to not know that history, and is to find or cling onto any form of power that seeks to replace what that power is supposed to give you. And that is suicide. Ok, donc pour moi, le suicide, et je fais vraiment exprès d'utiliser des mots forts parce que je veux que les gens comprennent, parce que notre peuple est tellement riche, il a bâti des civilisations extraordinaires, nous avons développé les maths, les sciences, une spiritualité scientifique. Mais aujourd'hui, on vit dans une réalité où quelqu'un va aller à l'école, faire un doctorat, mais on ne va pas lui dire le lien qu'il y a entre lui, sa réalité et les ancêtres qui sont venus avant lui. Et c'est ce que moi j'appelle le suicide. Le suicide parce que vous avez été à l'école, vous devenez docteur, mais on sait que la réalité africaine dit qu'on ne peut exister que si on peut s'appuyer et se mettre sur les épaules des anciens qui étaient avant nous. Mais si vous allez à l'école et tout ce que vous apprenez, c'est sur les autres, eh bien, vous avez rompu le lien avec les ancêtres. Et donc, en ça, c'est vraiment un suicide parce que vous avez éradiqué votre passé. Et c'est pour cela que j'utilise le mot suicide. And just to exemplify the last point there, I'm speaking about even a professor who may be very articulate to explain indigenous knowledge and give everyone who listens a great idea of how intelligent an indigenous nation could be. But at the moment, you would ask the professor, let's burn incense, let's clap our hands and fall on our knees and sing songs to invoke our ancestors, that professor would run away because he's spiritually dead. Wow. Ok, donc je peux continuer en disant que la réalité est vraie aussi de l'autre côté. On peut avoir un professeur Kamit qui est très articulé, il parle très bien, il parle bien le français, il parle bien l'anglais, et vraiment, il a toute cette connaissance, il a tout ce savoir indigène, donc en fait, il connaît tout, mais vous allez voir qu'à un moment donné, il finit une présentation et on lui dit « Ok, maintenant, on va brûler l'encens, on va faire appel aux ancêtres. » Eh bien, ce professeur qui était si intelligent, on lui dit « Mais écoutez, on va s'asseoir et même chanter des chants traditionnels. » Et bien, vous allez voir qu'il va courir, he will run away, parce que justement, il est spirituellement mort. We can go to the next slide. Prochain slide, s'il te plaît. These are 4 outcomes, and maybe let me say this first, because obviously the presentation is going towards what kind of education do we really want. Now I've said something about what education does to us currently, but when I say where we want to go, we don't just want to go back. So the meaning of this presentation is not let's go back 2,000 years. But we need to go back and understand what happened 2,000 years ago so that as we craft our education to become meaningful to us now, it evolves from what is our script. And here are 4 suggestions from a writer called Dr. Naim Akbar, who I find very useful. And he mentions the following 4. I'll try to mention them very simply here. Good education for African people now must provide identity, meaning an understanding of who you are. It should transmit a legacy of competence, meaning that you understand that you're part of a powerful people. It should transmit acquired immunities, meaning that good education should not leave you stranded in front of a new crisis as if this is the first crisis you have ever experienced. You should be able to learn from the last crisis we evolved from. And lastly, it should also develop a shared vision so that you would be able to see yourself as an individual, yes, but even more than that, see yourself as part of a community
that you want to be part of, that you want to excel with, and that you want to represent and uplift. Alors, nous sommes en train de parler justement du type d'éducation que nous voulons. Nous voulons nous poser la question de vers où nous devons aller. Parce qu'il est évident que je ne suis pas ici parce que je veux que nous puissions retourner il y a 1000 ans, 2000 ans. Non. Ce qu'il faut, c'est que nous puissions comprendre le passé de sorte que so that we could craft a new way. Donc ça veut dire qu'on doit comprendre ce qui s'est passé avant et puis que nous puissions forger une nouvelle compréhension pour maintenant mettre au point des projets pour aller vers le futur. Alors, j'utilise une recherche qui avait été faite par, et celles et ceux qui connaissent, c'est un psychologue noir américain qui s'appelle Dr. Naïm Akbar, qui est venu et qui a dit que l'éducation doit contenir 4 éléments. Il faut l'élément identitaire parce que l'éducation qui ne vous dit pas qui vous êtes est une mauvaise éducation. Une bonne éducation doit vous apporter des compétences parce que si elle ne vous apporte pas une manière de trouver des solutions à vos problèmes, c'est pas une bonne éducation. Une éducation doit vous donner la possibilité de comprendre ce qui s'est passé avant, de sorte que si jamais vous êtes face à une crise, que vous ne soyez pas là en train de dire « voilà, je suis tellement perdu que je ne sais pas trouver une solution ». Non, une bonne éducation doit vous équiper. C'est en fait comme un corps humain qui a développé des anticorps de sorte que à la prochaine fois que le corps rencontre un virus, eh bien le système immunitaire est déjà en place de sorte que le corps dit « ok, je connais cette maladie, je sais ce que je dois faire pour combattre un virus par exemple ». Donc il faut de l'immunité. Et quatrième élément, une bonne éducation, c'est celle qui vous permet d'acquérir une vision et surtout ce que lui appelle a shared vision. Donc, une vision partagée parce que l'éducation, elle est d'abord communautaire. On doit apprendre qui on est, ça c'est l'identité, mais également on doit apprendre qu'on fait partie d'un groupe, donc on doit fonctionner avec la vision qu'on a un groupe qui doit bénéficier de cette connaissance. We can go to the next slide. Prochain slide, s'il te plaît. So now we want to understand what African-centered education would mean, or what it would, how should we describe African-centered education? And we can describe African-centered education as a self-validation, meaning it gives a testimony, a track record to a people that have literally been written out of history. It involves you in a process of rooting and anchoring yourself. And this is actually something that we should, if life was normal, which it's not, these are things that should be essential and normalized human life. But for us, these are still things that we're trying to get to work for us. African-centered education is also rebellious, meaning that it's not liked, it's not welcomed, it's not accepted, it's not regarded as truth. And for those of you who have seen, for instance, how Afrocentricity has been attacked and has been accused of creating romantic, grandiose pictures of ourselves because we feel so bad about ourselves that we want something nice to hold on to. That's an example of how the world comes at us in ways that we sometimes find difficult to fight back against. And it's also practical. Education must be something that enables you to do something better, broader, deeper, or higher. And if it doesn't, then it's not really education. Then it's a philosophical moment, or it's something you went through, but it's not something that elevates. And good African-centered education helps us to elevate. Donc maintenant, nous avons en fait expliqué ce que c'est qu'une éducation afrocentrée. Et je dis que cette éducation afrocentrée, eh bien, elle doit comporter les 4 éléments que vous voyez ici à l'écran. Il faut vraiment que cette éducation
vous permettent de rentrer dans votre propre histoire. C'est pour ça qu'il dit que cette éducation doit vous valider, dire que vous avez existé. Et là, je fais le lien avec le bouquin de Robin Walker, When We Ruled, pour vraiment dire que voilà, nous étions là avant, on a bâti de gros empires, etc. Il faut que cette éducation afrocentrée nous permette d'être enracinés dans notre passé, être enracinés dans notre présent et donc forcément de savoir ce que c'est que notre futur. On vit dans un monde où les gens, comme vous avez pu le constater, ont critiqué de manière violente le mouvement afrocentré, en disant que voilà, on était des rêveurs parce que on peignait une certaine image du Kamit qui était grand, qui avait réussi, qui était beau, etc. Mais il faut simplement se dire les choses, c'est que on vit dans un monde justement qui est contre le peuple Kamit et donc de ce fait, cette éducation afrocentrée, elle ne doit pas hésiter à avoir ce côté rebelle parce que c'est vraiment nécessaire, parce que nous vivons dans un monde où il faut se battre. Donc, de ce fait, toute éducation afrocentrée, et ça j'aime beaucoup ce qu'il a dit, c'est vraiment des pull-ups, il dit que c'est une éducation qui doit nous aider à do better, faire mieux, do broader, faire plus grand, do deeper, aller en profondeur, et surtout do higher, aller plus haut. Donc, je répète, l'éducation afrocentrée, elle doit nous permettre de faire mieux, de faire plus grand, de faire plus en profondeur et surtout d'aller plus haut. Donc, cette éducation afrocentrée, elle doit nous permettre de nous élever. Parce que si elle ne le fait pas, on est juste en train de perdre du temps à avoir des discussions philosophiques où on fait qu'on se sent bien. Next slide. Prochain slide, s'il te plaît. So, what does an African liberated mind look like? And I could use many ways to describe it, but just a few. First of all, it does not depend on Eurocentric institutions. And I know many of us agree with that. We can easily say that. But yet, some of our proudest moments are when we have been validated by Eurocentric institutions. So I want us to get to a point where we don't just say this, but we actually mean it. And that means you need to have a huge conference just within yourself, because we are wired to look for appreciation and validation from white people. An African liberated mind studies, interrogates, confronts, and creates as a daily vocation. It's hard work. Most of us don't really want to do this. We may want to project the image of doing this. We may want to perform this. We may want to get applause for this because it sounds good to be a radical African, non-conforming to Eurocentric pressure type of person. But it's hard work. And this is the work you do when no camera is on. This is the work you do when people come visiting you unannounced. This is the work you do when nobody cares. So if you do this because people like you, or because you seek followers, or because you want to be noticed, you are not doing it. An African liberated mind creates, builds, and actions more than it talks. An African liberated mind is experienced before it is heard. Some of you may know of Nigerian writer Chinwezu. He talks about quiet confidence. Some of us think that we are more, I used to think that. I thought we were more revolutionary when we shout, Black power, white people must die. I thought when people said that, definitely they are very revolutionary. But maybe they're not. Maybe they just have strong voices. Maybe they just know how to shout. Maybe they just know that when I say this, applauses come. African liberated mind has no question around the issue of us choosing race first. Haché. Donc,
Je vais maintenant expliquer ce que c'est que, à quoi ressemble un esprit d'un kamit qui est libéré. Donc, vous voyez ce qui est écrit à l'écran, la famille, donc je ne vais pas le lire à votre place, je vais vous laisser faire ça. Mais il faut dire simplement que nous vivons dans un monde où nous cherchons sans cesse à être validés. Surtout être validés et appréciés par les locodermes. Alors que pour nous, un vrai kamit, un kamit libéré, c'est justement quelqu'un qui ne cherche pas à avoir une validation des autres. C'est vraiment quelqu'un qui doit faire le travail lui-même. Et là, le frère parle, il dit, imaginez le travail que vous faites lorsque la caméra est éteinte. Imaginez le travail que vous faites lorsque vous êtes à la maison et qu'un invité vient comme ça sans avoir prévenu. C'est de ça qu'il parle. Il dit parce que si vous faites un travail, si vous faites beaucoup de bruit et vous cherchez des followers, c'est pas ça le vrai travail. Mais le vrai travail dur, c'est le travail qui se fait en secret. Et donc, on doit vraiment, si on est un vrai kamit, faire en sorte qu'on soit radical, qu'on ne soit pas ceux qui veulent se conformer à l'ordre qui a été établi. Et là, il a cité un auteur nigérien qui s'appelle Chinwezu, qui parle du concept de quiet confidence, donc la confiance tranquille. Il dit par là que lui, lorsque il voit quelqu'un qui crie haut et fort, qui dit les blancs, on doit tous les tuer, Black Power. Moi, tout ce que ça me dit, c'est que c'est quelqu'un qui a juste une voix qui est forte. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui veut juste qu'on puisse l'applaudir. Mais le vrai travail dur, c'est un travail qui ne tient pas compte de tout cela. Et donc, vous avez ici à l'écran ce que c'est qu'avoir un esprit kamit libéré. Et je vous laisse lire ça à la famille. We can go to the next slide, which is decoloniality. And from there, we can go to the next again. Donc, on peut regarder brièvement le prochain slide. Et puis, juste après, on peut passer au prochain. Yes. Donc, tu peux passer 2 slides. Yes. We are talking about, so now we have looked at the meaning of education. And now I want us to look at what decoloniality is. So one of the things decoloniality is, it's a critical discourse on modernity. Coloniality is then seen, coloniality sees modernity as the dark side of civilization. Coloniality is what comes with modernity. Modernity only exists in a Western version. When we talk about, and now I'll mention an example, because some people will say, no, I don't think that's true. I think we live in a global village. I think we now are coming closer. So in this global village that we are supposed to believe in, who are the chiefs? Who puts the laws? Whose regulations are we following? Who belongs in this village and who's a visitor? We must not fall for cute language. It sounds, personally, I like the idea of a global village. I think it's a very beautiful idea, but I definitely do not live in one, because the culture I represent and the languages I am surrounded by and represent are not sitting at any table in this village, are not given any credibility in this village. Books better not be written in those languages because they don't mean anything. But books can be written in Norwegian, books can be written in Greek, even if they are small languages. So it's very clear whose village this is, and it is not mine. And Chinwezu, again, he talks about Westernization as Africa's cultural disease. We live under Westernization. And modernity is something, just think about it, how even your mind, when I say that coloniality is the dark side of modernity, maybe in your mind you're saying, so we should not want to modernize? Yeah, but what does modernize mean? There is only one presentation of modernity right now, and it has no roots in Africa. Haché. Excellent, excellent. Alors maintenant, nous allons parler de ce concept de décolonialité. Alors, qu'est-ce que c'est? Moi, je dis simplement que c'est une façon c'est en fait la modernité, à savoir que on est occidentalisé. Il parle de westernization. Il dit simplement ceci, que la modernité, ce n'est pas la modernité selon le paradigme kamite,
Mais là, quand on parle de modernité, on parle toujours de quelque chose selon le paradigme des Caucasiens. Et c'est vrai que moi j'entends souvent les gens qui disent we live in a global village, on vit dans un village global, mais la question que je pose c'est, qui sont les chefs de ce village? Quelles sont les lois qui justement régulent ce village? Quelles sont les régulations? C'est qui commande dans ce village? Qui sont les visiteurs? Qui sont les personnes qui appartiennent à ce village? Vous vous rendez compte que quand on se pose ces questions, eh bien, c'est toujours les autres qui sont à la barre. Ce sont toujours les autres qui sont en train de commander. Donc, on parle d'un village global, mais comme par hasard, les bouquins sont écrits dans les autres langues. C'est jamais écrit dans des langues africaines. On va voir écrit en norvégien, on va voir des trucs écrits en grec, mais nos livres à nous, eh bien, on va pas en parler, et nos langues non plus. Et c'est pour cela que je peux entendre des gens qui vont me dire, oui, mais est-ce que tu es contre le fait qu'on soit moderne? Mais la question, c'est, la modernité, c'est quoi? Eh bien, vous voyez ici à l'écran que la modernité, si on voit ce que le frère nigérien Chinwezu a dit, eh bien, c'est la maladie culturelle de l'Afrique. Le fait qu'on veut chaque fois être européanisé, occidentalisé. Thank you. We can go to the next slide. Prochain slide, s'il te plaît. So I will quickly mention 3 dynamics of coloniality that people within decolonial discourses often talk about. One is coloniality of power. And looking at coloniality of power means to investigate the asymmetric logic of modernity, meaning that the modernity that we are brainwashed into thinking is the only way to move forward does not even make sense. We just don't know that we have better building blocks to bring to the table. So we sit there petrified and numb and just say, I don't think there's anything we can do. For instance, an example, some months ago, an African man here in South Africa was refused entry into a shopping mall because he was told by a black security that he was wearing an indecent clothing. And what he was wearing was a traditional attire from a nation called Ndebele. And in the traditional attire of Ndebele, you can see a lot of skin, but there's absolutely nothing indecent. It's just that it's different than Western clothing and it doesn't cover up everything, which there's no need for in most of tropical Africa anyway. So he was refused entry, and a discussion ensued after that. Who was this black security who stopped his own brother? This security did not own the shopping mall, which was owned by white people. Why did he feel it was appropriate to stop his own brother? He knew what kind of clothes he was looking at. And in the commentary that ensued after this, a number of African people would say, yeah, but you see, we have evolved now. We don't wear these clothes anymore. We don't have to go back. And I just want you to let that mindset sink a little bit in, because what is also said in that is an admission on our part to say that we used to be animals, but now we are more like white people. So we should stick to what they have taught us. Otherwise, we will go back in the jungle. And when that is your perception of self, can you, and this is by people who have a good standing in society, who are seen to be good leaders, are intellectual, who are well educated. Well educated. They're good black boys and girls. Yes. Can you see how dangerous education is? Yes, yes. Haché. Donc maintenant, nous allons parler de cette logique asymétrique dont justement à laquelle je faisais allusion avant. Et d'ailleurs, même le concept de modernité, pour moi, ça n'a aucun sens. Et nous voilà là, assis, pétrifiés, horrifiés. On n'ose pas dire qu'en fait, cette modernité dont parlent les autres, de ce village global dont parlent les autres,
Eh bien, nous, peut-être que nous avons des solutions encore meilleures que ça. Eh bien, je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée récemment en Afrique du Sud. Il y a un centre commercial dans lequel travaillait un frère kamite. Et ce frère kamite a vu un jour débarquer un frère sud-africain de la tribu des Ndebele. Eh bien, ce sont ces gens qui portent un vêtement approprié donc au climat sud-africain parce qu'il fait très chaud. Donc, on n'est pas obligé de porter des vêtements qui couvrent la peau. Donc, en fait, c'est des vêtements qui laissent la peau, etc. Et donc, ce gars à la sécurité a empêché le frère de rentrer dans ce centre commercial. Eh bien, il y a eu un tollé en Afrique du Sud, il y a eu un débat et on s'est posé plusieurs questions. Parce qu'on sait très bien que ce frère kamite qui était à la sécurité, quel droit il avait reçu pour en fait empêcher qu'un frère puisse rentrer? D'autant plus que ce frère kamite, c'était pas son centre commercial. Lui ne faisait que le travail Attends, là-dedans. je corrige ta traduction. C'est pas bon. C'était pas un frère kamite, parce qu'un frère kamite ne fait pas ça. C'était un noir, c'était même pas un frère, c'était juste un noir. Tu peux l'appeler un nègre, tout ce que tu veux, mais ce n'était pas un frère kamite. Le frère kamite, c'est celui qui avait la tenue traditionnelle. Lui, c'est un frère kamite. Mais ne dis pas l'autre là, de la sécurité, c'était pas un frère, c'était pas un kamite, c'était juste un noir bien éduqué. Moi, je fais la distinction entre les kamites et les noirs. C'est pas pareil pour moi. Merci de corriger. So, Mobali Makasi corrected me based on what I was saying. Absolutely true. Yes. So basically, the person who was the Ndebele brother was in line with his culture, but the other one was what we classify as the educated. Actually, educated for what? So, donc, le frère disait qu'effectivement, nous avions ce débat où il y avait même des personnes qui avaient osé justement dire que le fait d'être habillé comme ce frère Ndebele, eh bien, c'est en fait refuser la modernité, c'est refuser l'évolution. Parce que beaucoup de frères et sœurs disaient, oui, mais les Blancs nous ont appris de bonnes choses, ils nous ont appris à être habillés d'une certaine façon, donc on ne devrait pas retourner en arrière. Donc, nous, on refuse justement de revenir et s'habiller selon certaines traditions parce que, comme il dit, we used to be animals. On avait l'habitude d'être des animaux. Les Blancs sont venus et nous ont appris à bien nous habiller. Et donc, forcément, on ne devrait pas accepter d'être habillé comme ce frère kamite. Merci, frère, par rapport à cette correction. Thank you. We can go to the next slide. Prochaine slide, s'il te plaît. So I have said something about coloniality of power. Now I want to say something about coloniality of knowledge. So epistemology is the science of knowing. It's how we know that something is knowable. So epistemicide means the effort to kill certain knowledges, to render them invalid, and to make sure that they can never really speak unless they are researched or looked at or objectified by people who represent the oppressive power. So we experience that when in most learned homes, and I think you know what I mean when I say learned homes, when it's homes where there are people with degrees and academic knowledge and probably also a bookshelf. It is quite unlikely that that bookshelf has a majority of African books. That just says something in itself, that the knowledge is primarily from certain places in the world. And that creates a cognitive injustice, meaning what you learn is unjust in itself. And that is effectuated through geography of reason, meaning that there's a geography in this world to where you can find valid knowledge. And that means normally in the global north. You don't go to the global south to look for valid knowledge. You go to the global south for elephants and lions and crocodiles.
but to go to the north to learn real knowledge. So this is something that we have accepted. It's not even a shock to us anymore. If there's two siblings and one gets a scholarship to go to Cambridge in England and one gets to go to Sierra Leone, what do you think the family's reaction will be? Who do you think they will be more proud of? I don't even have to Yeah. answer the question. Haché. Haché. Alors, maintenant, on va parler de la colonialité de la connaissance. Et je pourrais simplement dire que on vit dans une réalité où la connaissance, eh bien, elle est mise à mal. Et le frère essaye d'expliquer que nous sommes dans une réalité où ce sont les oppresseurs qui, en fait, pratiquent ce qu'on appelle épistémicide. Épistémicide, c'est en fait la science de devoir tuer toutes les vérités que les frères auraient développées. Vous le savez tous, hein, lorsque certaines personnes viennent, brûlent des bibliothèques, cachent des vérités, donc ils vont les apprendre, mais ils vont empêcher les Noirs d'accéder à leurs propres connaissances, donc ils vont bousiller tout ce qui est évidence, preuve, de sorte que l'Africain ne puisse plus trouver des solutions à ses propres problèmes. Eh bien, on parle de épistémicide. Donc, il faut absolument comprendre que cette réalité-là, justement, elle est imposée chez le frère kamite, chez le frère africain et même les kamites. Et donc, on accepte aujourd'hui que la vérité, elle est géographique. Ça veut dire que, et ça, on peut même pas débattre, tout le monde peut au moins imaginer que on aura tendance à croire que les vérités, bon, elles sortent des universités de Londres, de Paris, de Washington, alors que la vérité, elle sortira pas forcément de l'université à Conakry. Donc c'est pour cela que on voit que spécialisation, aspect scientifique, ça vient d'un certain coin du monde, d'où on parle de géographie de quelque part, alors que l'Afrique est juste bonne pour observer des lions, observer des girafes, observer des éléphants, etc. Et nous avons comme ça un monde où les gens acceptent que c'est la réalité. Donc la preuve en est que si jamais il y avait deux enfants dans une même famille et ils ont une bourse, le premier obtient une bourse pour aller étudier à Cambridge en Angleterre, le deuxième frère obtient une bourse pour aller étudier à l'université à Sierra Leone. D'après vous, les parents vont être fiers pour qui? We can go to the next slide. Prochaine slide, s'il te plaît. So the third one is coloniality of being. And I hope everybody can really zone in on what this means specifically to you. And I'm going to say a sentence that maybe sounds just super academic, but I want to bring it home. Experiencing Blackness as devoid of ontological density. What that means, so ontology is a philosophical understanding of my existence, my being, who I can become, what is my reality, what my chances for a good life are, like my understanding of self, in other words. And that understanding of self is dependent on certain components. For me to have a my ontological understanding of self is quite effortless, meaning that I find life quite possible and doable, and that I'm able to do things. These components need to be close to each other. So I need to maybe have an understanding of family. I may have some understanding of how to come back to myself when I've experienced a crisis, or when I have a memory from my past that I battle with. I need to understand how to get through certain problematic things in life and not just stop. But when those components are very far from each other, my experience in this world is very fractured. And that's what Blackness is. And that feeling of being fractured, of being paradoxical, is often something we locate as a weakness. We think of ourselves as, I'm so messy, or I'm so emotional, or I'm all over the place, or I'm constantly tired, or I'm lazy, or I don't know what to do, or I struggle a lot with planning skills. It's not that. It's ontological density, meaning that being Black in this world
is a confused reality in itself, but the feeling of that, or the what can I say, the blame for that is also put on you. So you excuse yourself in this world for being this erratic person who is not as good as whiteness would have made you. Haché. Alors ici, on va parler maintenant de la colonialité d'être. Et le frère insiste en disant que lorsqu'on parle d'ontologie, ici, il parle de plusieurs éléments. En fait, l'ontologie devrait être compris comme le fait que j'existe, mon existence, mon être, ma réalité, ma compréhension de moi-même. Et donc, lorsqu'on a intégré ces différents éléments, la vie est maintenant possible. C'est-à-dire qu'on fait partie d'une famille, on sait d'où l'on vient et l'on sait comment est-ce qu'on pourra avancer pour aller quelque part d'autre. Mais la réalité que nous connaissons aujourd'hui, c'est que le fait d'être noir, cette noirceur, blackness, is fractured, confused. Donc, dans la réalité d'aujourd'hui, en 2022, notre noirceur, elle est souvent comprise comme quelque chose de fracturé, quelque chose de confus, de trouble. On n'est pas aussi bon que le noir nous aurait créé. Et souvent même, on s'excuse par rapport à ça. Et même parfois, on se blâme, on s'accuse. Donc, on se dit que la faute, elle est à nous. Et donc, on vit dans cette réalité où le caractère d'être noir est considéré comme weakness, faiblesse, mess, désordre, émotionnel, tired, fatigué, lazy, fainéant. Donc, on vit cette réalité-là et c'est de ça donc qu'il parle quand il parle de cette densité ontologique. Thank you. In the next slide. Prochain slide, s'il te plaît. Decoloniality is not a paradigm as such. Even if it sometimes uses academic language, it's not a study, it's a practice. So it's not so much that is new ideas, because it discusses race, it discusses coloniality, it discusses many of familiar positions or realities, but it's a new way of thinking. And the way that I want to describe it is you can stand in your reality and speak your truth. You don't have to go outside of yourself and talk about Africans as if you're not African. Talk about poverty as if you don't come from a poverty experience. Talk about warfare, sexualized violence, and so many layers of atrocity that our people have gone through, and pretend that you are kind of on the outside looking in. You can speak from within the colonial wound. That's what to me stands out about a decolonial position. Haché. Donc ici, on parle de la décolonialité comme praxis dans le sens pratique. Donc c'est pas juste une théorie, une philosophie, mais c'est quelque chose de vécu. Et le frère Dr Baba BUNTU explique ici que on ne peut pas parler des choses en tant qu'observateur à l'extérieur, mais on peut parler des choses comme si on les a vécues, parce que on ne peut pas se dissocier de notre réalité. Donc il faut vraiment, quand on parle de cette réalité, qu'on parle de cela comme quelque chose qu'on a vécu, quelque chose de pratique. Et c'est pour cela qu'il faut parler des choses en tant qu'Africain. Pas un Africain qui observe de l'extérieur, mais un Africain qui a vécu les atrocités imposées par les autres peuples. Il faut parler en tant qu'Africain qui a été victime de violence. Il faut parler en tant qu'Africain qui a été victime il parle de warfare, donc qui a été témoin de tous les conflits armés. On peut parler en tant qu'Africain qui est victime de la pauvreté. Et donc, il faut vraiment parler des choses de l'intérieur plutôt que d'être l'observateur qui décrit une réalité qu'il voit à l'extérieur de lui. Thank you. We can go to the next slide. Prochain slide, s'il te plaît. And I just want you to look at the picture. This is from one of our interactive dialogues. And you will notice that there are different age groups in the room. And this is something that is very important for us, that elders and young people can be part of conversations and learning journeys.
we do have youth-oriented projects, and we have a huge youth drive, but we never want young people just to be on their own. They must also be surrounded by elders and guides. Just wanted to point that out and also frame it as a form of what I'm now talking about, which is Africology. Donc ici, on va parler de l'africologie. Dans le travail que nous faisons, un élément important, c'est l'aspect dialogue. Vous voyez sur cette photo, un groupe qui en fait inclut, on voit aussi bien les hommes que les femmes, on voit aussi bien les jeunes que les aînés. Alors c'est important de savoir qu'effectivement, on fait plusieurs projets avec des jeunes où les jeunes se retrouvent entre eux, mais quand on parle d'africologie, c'est vraiment une manière d'inclure tout le monde parce qu'on veut que les jeunes soient, il dit, to be surrounded by the elders, que les jeunes soient entourés justement des anciens. Thank you. We can go to the next slide. Prochain slide, s'il te plaît. And I think I want to, after this slide, jump a few slides because I really want us to get into the practice of education. So I just want to use this slide to explain Africology as the study and the practice of Africa in its totality, meaning that Africology is not so much a drive towards one way of looking at things. It is actually, the drive is to look at Africa and African issues from many different angles at the same time and appreciate that it's possible to disagree, it's possible to have different views, and they may all be equally valid. And for some, that sounds a bit confusing because we are driven towards this silos of thinking that you must have one ideological focus, you must follow one particular doctrine. But this is what has gotten us into so much wrong as African people. So we, for instance, talk about pluriversality, which is an opposition to universality. We don't need just one universe of thinking. We can have plural universes. African worldviews are about organically evolving. And that means there's many coexisting realities. There's different seasons. You can't do the same in the spring as you do during winter. It doesn't make sense. It sits within a critique of Eurocentric mystification of African knowledge, and it places the undiscussed at the center of the discourse. So Africology is to, in research, in scholarship, in knowledge creation, in writing, in organization, in all you do, is to focus your efforts on rebuilding Africa. Ok, donc la famille, je vais vous laisser lire ce qui est marqué ici à l'écran, mais en résumé, ce que le frère essaye de dire, c'est que dans le concept de l'africologie, il n'y a pas qu'une seule façon qui est la bonne façon. L'africologie dit qu'il faut regarder dans différentes directions, mais également en même temps. Et l'africologie est d'accord qu'on ne doit pas être d'accord sur tout. On a le droit d'avoir des désaccords et on a également le droit d'avoir des points de vue divergents. Parce que justement, on est dans un système caucasien qui fonctionne comme dans des effets de silos. Donc, on est juste là en train de voir une seule vision, une seule doctrine. Alors que l'africologie permet ce que lui appelle pluriversality. Donc, d'avoir plusieurs éléments qui sont en fait ensemble. Donc, il dit, il y a dans l'africologie plusieurs réalités qui existent en même temps. Et donc, l'africologie inclut tout cela. Ça inclut la recherche, l'écriture, l'organisation, la reconstruction, etc., etc. Et puis, frère Mobali Makasi, si tu peux sauter. How many slides does he need to jump? 1 or 2? He needs to jump 2 and get to number 19. Donc, frère, va au slide 19, donc il faut que tu sautes 2, apparemment. That's the one. So now I want to mention 4 areas of how we can use these thoughts of decoloniality and Africology to create an African-centered education. So first, research. We can go to the next slide.
Donc, on peut aller. Donc, il y a 4 domaines qu'on va aborder. On peut maintenant commencer avec la première. Donc, la première chose, c'est la recherche. And I guess now I'm even talking to students now who are within Eurocentric facilities. We can't, I mean, we must do two things. We must do what we can within the realities and the limitations we live with right now, but we must also plan for where we want to get to. So I'm not saying that students who are in universities now that are predominantly Eurocentric and even wholly Eurocentric cannot add any value to what we do. They can engage in critical studies, research, and knowledge production, focusing on, for instance, transformative pedagogical action, which means, for instance, to look at our ancient educational systems and understand, for instance, what family meant within that. What what were the ancient forms of mentorship? What were the ancient forms of understanding what you were meant to do? What were the cycles of knowledge that you would go through? Remember, many knowledge holders in ancient Africa who were seen as the most knowledgeable people would study for up to 40 and 50 years before they could get so-called degrees to really stand before their community. Why would they work for so long time? What happened in those cycles of knowledge? In what way do we draw from that knowledge into what we need in our communities today? How do we bring in restorative justice? How do we restore what is broken? How do we center our indigenous knowledge? And I think what I'm trying to center with this slide is to say it's not all lost. But if, and I'm speaking very seriously to the young generation now who's about to start their studies or are in the middle of them. We depend on you. If you decide that this is too much work, I can't do this, I'm not interested, this is just too complicated. With you, we could lose what is left of our knowledge because it's just a few generations into that reality. At least at this point, it might not be fully available to us, but we have traces, we have sources, and we have elders. But if you don't go and talk to them, who will, and what will happen if you don't? Wow. Haché. Alors, il est important, et ça, je vous laisse la famille lire le slide, mais il est important, et c'est le message central de ce que le frère Baba Buntu vient de dire, que nous devons, il dit, we need to plan where we go. Donc, on doit planifier vers où nous voulons aller. Par exemple, il dit, on doit par exemple se poser la question, comment les systèmes d'éducation étaient organisés jadis. On peut se poser la question, quelle était à l'époque jadis la signification de la famille? Le concept de famille, ça voulait dire quoi avant? Le concept de mentorship, le mentorat, comment est-ce qu'il fonctionnait? Les cycles de connaissances, parce que comme vous le savez, par exemple, à Kemet, eh bien, un prêtre allait étudier pendant 40 ans. Eh bien, ces 40 ans, c'était sur base de quel rythme? Comment est-ce que les cycles étaient organisés pour que quelqu'un aille dans une institution y apprendre pendant 40 ans? C'était régulé comment? Donc, il faut se poser ces questions. Pourquoi? Comment? Et une fois qu'on sait cela maintenant, on peut maintenant tirer des conclusions pour ce que lui appelle « to restore what is broken ». Lorsqu'on a étudié, maintenant, on peut restaurer le lien qui a été brisé, le lien qui est en fait manquant. Et là, je vais poser une question, en tout cas parler aux jeunes. Et je dis aux jeunes que tout n'est pas perdu. Il dit aux jeunes, le futur dépend de vous, depend on you. Parce que si vous les jeunes, vous ne vous intéressez pas à ces connaissances, eh bien, nous allons perdre cette connaissance. We're going to lose knowledge. Parce que aujourd'hui encore, on a des traces, on a des sources, on a les anciens qui sont encore là. Mais si vous ne le faites pas, who will? Qui va le faire? Thank you. Merci. We can go to the next slide, which says family. And this is a second example for me.
and we can go to the next slide again. Donc, le prochain slide parlera de la famille. Et juste après, frère, si tu peux passer à celle d'après. Familyhood. So this is the one that I'm most passionate about because this is where I locate most of the work that I do in an extended understanding of familyhood. So within this space, we can de-link and we can relink and we can engage innovatively. De-link means that we need to, there's many practices we must let go of. There's many thought patterns that we must stop. And there's also ways that we need to relink and bring back. So, for instance, this starts within a family, and I'm just sharing my own experience now. This starts with, first and foremost, who me and my wife are to each other. Because if we want, I'm sure we could go out and try to impress people through speeches and a few things we know. But if we don't practice it to each other in the home on a daily basis, we are faking every single word that we're saying out there. And that would be a violation. Remember, I said to violate the cosmic balance. That would be a violation to cosmic balance. So being married, being in a relationship, being the anchor of a home, it's a very serious work. And if we don't have people to guide us in a world that we see where relationships fall apart, where partners are killing each other, if not physically, they kill each other mentally, spiritually, and otherwise, in a family culture where many children do not feel loved in their homes, where many young people do not want to spend a lot of time in their homes, we better do a good job when we come together as a broken Black man and as a broken Black woman saying we want to heal the family. It's work. So if you're not ready for it, start healing yourself. Don't run into a relationship and say that I got this, I'm going to do this. No, you don't. And it's not because you're stupid. It's not because you have no idea about nothing, but it's because you are a product of so many forces and so many layers of destruction that you have become a foreigner to yourself and to the sister or the brother that you are supposed to heal. Because that's what marriage is about now. Healing your partner. Haché. Alors maintenant, on va aborder le volet pratique numéro 2, c'est le volet sur la famille. Et moi, personnellement, c'est le sujet qui m'intéresse le plus et c'est celui pour lequel je suis le plus passionné. Alors, vous voyez, donc je vais vous laisser lire ça, mais le frère a parlé de dénouer, renouer. Il dit, bon, dans le cas, par exemple, de dénouer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, nous, en tant que kamites, qui sommes victimes d'une éducation eurocentrée qui nous a bien éduqués, si vous voyez ce que je veux dire, eh bien, on doit oublier, on doit abandonner certaines pratiques, certaines croyances, certaines habitudes, etc. Donc, il y a des choses que nous avons apprises qu'il faut absolument abandonner. Donc, il parle là de dénouer, donc casser le lien justement qui nous maintient encore dans cet esclavage mental. Il dit qu'il y a également des choses avec lesquelles il faut se renouer, parce qu'il y a des choses que les anciens faisaient, certaines traditions qui ont été perdues, ben, il faut se reconnecter à celles-là. Donc, et lui, comme c'est un sujet qui le passionne correctement, ou en tout cas à fond, il dit que nous, en tant que peuple, lui et sa femme, eh bien, ils prennent ça à cœur. Il dit que on doit vivre notre plénitude du couple, non pas en tant qu'un couple qui veut impressionner les gens, parce qu'on pourrait très bien sortir dehors et aller impressionner des gens en faisant de très très beaux discours. Mais au bout du rouleau, qu'est-ce que c'est? Il dit, we're just faking it. On est juste en train de faire semblant. Et vous vous souvenez de ce que je vous avais dit au début? Dans l'ancien temps, l'éducation, c'est quelque chose qui nous permettait de maintenir the cosmic balance, l'équilibre cosmique, il fallait le garder. Mais si nous, en tant que couple, on est là pour se la péter, en fait, on est en train justement de créer un déséquilibre cosmique. Donc, je dis que le mariage, c'est une activité qui est sérieuse. Parce qu'on vit dans une réalité où les relations sont brisées,
où les hommes et les femmes se tuent, si pas physiquement, mais au moins mentalement et émotionnellement. On a des familles où les enfants grandissent sans avoir le sens qu'ils sont aimés. Donc, le but de la famille et surtout le but d'un mariage, c'est to heal the family. Donc, un mariage a pour mission de guérir. Donc, l'homme est là pour le travail de guérir sa femme et la femme est là pour le rôle de guérir son homme. Donc, ça, vraiment, on prend ça au sérieux. Donc, il faut simplement qu'on puisse comprendre qu'on est là pour se guérir soi-même. Sans oublier que nous sommes le produit de plusieurs forces. Il dit, we are the product of many forces, many destructions. Donc, on a été fomenté d'une certaine façon, on a été formaté, et donc justement, ces éléments, ces forces-là, elles jouent contre nous. Donc, on doit prendre le travail du mariage en tant qu'institution comme quelque chose de sérieux parce qu'il faut qu'on se guérisse soi-même, mais qu'aussi qu'on puisse guérir ceux qui sont à côté de nous, donc l'homme et la femme. We can go to the next slide. Prochain slide, s'il te plaît. And I want to say something quick about building institutions. Et donc, je vais parler de l'importance de bâtir des institutions. Next slide again. Prochain slide une fois de plus. And really, this is something you as an individual need to fill in. I cannot tell you which institution you are here to build or help complete. But what I know is that as most of the other things I have said, this is also something we struggle with, primarily because we are at a place in our journey on this planet where we need to build up and tear down at the same time. We need to tear down colonial thinking, cultural destruction, what has been done to us in many ways, which we have covered quite well tonight. But we need to build up with something. Some of us often are geared towards one of the other. We are geared towards tearing down, or we are geared towards building up. But we actually need to do both. And it's two completely different energies. And it often is motivated differently. So often we need to take a step back and say strategically, how do I position myself? How do I plan my day? What do I do to make these building up and tearing down practical? So this involves working and healing, creating and destroying, starting small, but also consider going big. It includes independence, but also collectivism, creating curriculums, but also practice, and have a holistic approach. If you're not part of an organization, I would say most likely you are one of our problems, because too many of us do not want to side with an entity, do not want to help build one, but we often spend time criticizing many of them. And if we are looking for the perfect institution, it will never arise. I mean, if we're looking for the perfect institution, we will never find it because it doesn't exist. But you deciding not to be part of improving it, that is a problem. And don't be part of the problem. We don't need more problems. Be the solution. Be the solution. Absolutely. Donc la famille, ici, il est important que nous comprenions ceci. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez bâtir ou ce que vous ne devez pas bâtir. Mais, et là, je vais vous laisser dire la famille. Et déjà, je signale que, en tant que bon éduqué, j'ai mélangé practice en anglais et pratique. J'ai laissé le C. Donc la famille, désolé. En fait, on est divisé en deux. Il y a des personnes qui pensent qu'on doit passer du temps à construire, bâtir. Et d'autres personnes qui pensent qu'en fait, il faut détruire. Donc, détruire quoi? Tout ce qui est passé colonial, manière de penser à la francis, etc. Le frère Baba Buntu, il dit, c'est pas l'un ou l'autre. Ce sont les deux.
Donc, ce n'est pas bon simplement de se focaliser sur l'aspect de bâtir ou sur l'aspect de détruire. Il faut faire les deux. En même temps qu'on est en train de bâtir quelque chose de grand, il faut qu'en même temps, on soit en train de détruire tout ce qui est colonial, tout ce qui est francis, en fait. Ou je sais pas comment s'appelle l'autre, Floquise, voilà, donc c'est ça le mot. Donc en fait, il faut vraiment qu'on puisse apprendre comment planifier notre journée de sorte que quand on se lève le matin, on se dit comment je vais bâtir aujourd'hui. Et surtout aussi en même temps, comment justement je vais détruire tous ces éléments qui nous retiennent toujours dans ce passé colonial. Donc un des problèmes que nous avons, c'est un problème très très simple. Nous avons beaucoup de gens qui veulent rester seuls et qui ne veulent pas rejoindre un groupe. Ça, c'est un réel problème. Parce qu'il faut bien savoir qu'il n'y a pas d'institution, d'organisation parfaite qui existe. Il y a beaucoup de gens qui passent du temps à essayer de chercher le groupe parfait, l'organisation parfaite. Ça, c'est un problème. Il faut rejoindre une organisation et travailler dedans. Et si vous trouvez une organisation qui n'est pas parfaite, eh bien, venez la rejoindre dans le but justement d'améliorer cette imperfection que vous aurez peut-être vue. Donc, comme il dit, be the solution, soyez la solution, plutôt que juste rester là assis à attendre une meilleure institution. Je voulais juste réagir par rapport à ce qu'il a dit parce que c'est très très important et j'espère que les gens qui suivent cette chaîne, vous n'allez pas faire partie de ce type de noirs. On est fatigué de tous ces noirs qui pensent qu'à la critique sans qu'ils soient capables d'apporter ne fût-ce qu'une solution. Les amis, le travail parfait, ça n'existe pas. Je vous le dis, hein, même les locodermes, là, tout ce qu'ils ont fait là aujourd'hui, ils ne l'ont pas fait en une seule génération. C'est par amélioration et amélioration qu'ils sont arrivés là où ils sont, sur plusieurs générations, et ils n'ont pas continué, et ce n'est pas terminé. Donc arrêtons de chercher de la perfection dans tout ce qu'un frère va faire. Hier, la sœur Teferet va faire son truc, et j'ai commencé déjà à entendre les critiques. Ouais, mais la sœur, elle aurait dû. Mais elle commence déjà. Laissez-la et donnons la force à la sœur. Et plus nous allons donner la force, plus elle va s'améliorer. Mais nous ne pouvons pas, à chaque fois qu'un frère fait quelque chose, il doit être immaculé conception, il ne doit pas avoir de défaut, il ne doit pas avoir de dossier, il ne doit pas de truc. Et au final, vous attendez un Messie qui sera... Le frère a mal traduit. Oui, le frère a mal traduit. Et au final, vous attendez quelque chose de parfait. Alors là, c'est un bon exemple. Les gens ont critiqué des critiques stupides en disant le frère T-Boy, les traductions ne sont pas bonnes. Mais on a attendu les gens pour critiquer, pour pouvoir faire la traduction. Et on n'a vu personne. Hein. On n'a vu personne, les amis. Donc moi, arrêtons, en tout cas pour nous autres là, laissons les autres le faire. Mais pour nous, on doit avoir une autre façon de voir les choses. Nous devons donner de la chance à nos frères et nos sœurs qui font des choses. Laissez le temps les appuyer et les conseiller. Et si ça ne va pas, ne faisons pas des critiques, apportons des solutions. Les critiques, les amis, j'en veux plus. Même sur ma chaîne, là, je ne veux pas des critiques. Si vous faites des critiques, c'est vous porter des solutions. Si vous n'aimez pas le sujet d'un frère ou d'une sœur qui est passé sur ma chaîne, venez-vous sur ma chaîne nous apporter vos contre-arguments. Mais faire des critiques en petites phrases, alors qu'on fait des lives sur 3 heures, où on essaie de mettre des diapos, on vous met tout à votre disposition, et venir tout casser en une seule phrase, ça, j'en veux pas. Donc, c'était juste une parenthèse pour le frère, parce que c'était important, et après, on reprend. Désolé d'avoir pris autant de temps. So no need to translate. It's just Mobali Makasi reinforcing the same message, talking to our audience, saying that there's no need to just come and negatively criticize. We need people who are part of the solution, not people who are part of the problem. So we need people who are here to help us build, rather than just people who just sit down behind a computer screen and keyboards and just criticize without taking action. So that was just, in summary, what Mobali said. Absolutely. I want to get to the practical part of sharing a bit what we do with everything we have discussed tonight. So if we can jump one slide and go to number 26, African Library. Donc, librairie Kamit, page slide 26, s'il te plaît, frère. On peut sauter un. C'est pas là? C'est pas ça? That's the one. Thank you. Oui, c'est ça. That's the one. No, that one. Okay. Yeah. Yes. So I want to just mention a few of the activities that we do because I want to give a visual to what it means to us to be an African-centered learning institution.
And that first and foremost starts with being or offering an African library service, meaning we have about 600 African books that people can come and study, from children's book to very academic books to more storytelling to novels to, but all written by African people and all having a story that is important to read. Donc, un élément important du travail que nous faisons, c'est qu'on avait compris la nécessité d'offrir ce qu'il appelle a library service, donc une bibliothèque, parce que nous avons justement à peu près 600 bouquins, et des bouquins écrits essentiellement par des Africains, et il y a plusieurs styles. Il y a des romans, il y a des livres pour enfants, il y a des livres sur le storytelling, donc raconter des histoires, donc des contes et tout ça. Il y a des romans, mais il y a également des bouquins scientifiques pour celles et ceux qui veulent faire une recherche sur un sujet particulier. Next slide, please. Prochain slide, s'il te plaît. We have an engagement called the African Relearning Workshop. And what that is us bringing in a facilitator or teacher who knows a particular instrument, who knows a particular healing method, who knows a particular knowledge that we have lost and that the community rarely practices, and takes the participants through, gives them an insight. Obviously, many of these knowledges and techniques are not things you can just learn in one workshop, but it gives you an introduction. And what is beautiful about it is when there's something called body memory, which is easiest to see when you, for instance, put an African child in with a drum. I think any child, any ethnicity will just like to play, like they find drums very interesting. But when you see an African child, watch their eyes, even if they've never touched a drum before. Once they start to play with the drum, there's something that happens. You can see there's a connection deep within. And that's the Black body re-experiencing a rhythm or a balance that it used to have access to. So that's what happens in these workshops as well. And those who would like to study further, of course, then have been invited in to continue, but now they can contact the facilitator and continue on their own merit. But it's an introduction to our own knowledge by our own people. Haché. Un autre aspect de ce que nous faisons, c'est ce qu'on appelle re-apprentissage. Donc, ce qu'on fait en général, c'est qu'on invite un frère, une sœur, qui a une expertise sur un sujet particulier, et c'est quelqu'un qui connaît quelque chose, une méthode de guérison, une connaissance. Et ce que nous faisons, c'est qu'on invite la personne et elle vient, elle partage cette connaissance aux gens qui viendront. Et donc, c'est pas vraiment quelque chose d'approfondi, c'est plutôt une introduction. Et il est important de savoir que nous, en tant qu'Africains, on a ce qu'on appelle body memory, une mémoire du corps, une mémoire corporelle. C'est assez fascinant lorsqu'on prend un petit enfant, on le met devant un tambour africain, quand bien même il n'a jamais écouté une certaine mélodie, on voit à travers ses yeux, on voit comment l'enfant réagit par rapport à un son, et on voit que l'enfant, il réagit de manière physique parce que ça leur rappelle quelque chose qui est en fait programmé en lui, et donc l'enfant parvient à avoir une connection within. Il a la facilité de se connecter au-dedans de lui-même. Donc nous, justement, nous utilisons ces différentes méthodes où nous permettons justement à ce qu'un expert puisse venir et au niveau introduction, justement, proposer ces différentes connaissances parce que nous avons tous besoin pour notre équilibre personnel. So I see that the Kandaka slide is up, so you can just keep that slide. No, please go back to Kandaka. And on this slide, we also have we have a program called Kandaka after the ancient African lineage of queens in Eastern Africa, Eastern Northern Africa.
It's a women's initiative where sisters come together to talk about some of the issues they go through in life, talk about what is the African woman's role in this world today, when there's so many forceful imagery of what a woman should be to be in her power and to be seen as powerful. What is the African woman's power? What is her healing journey? What impact does she have on a society that has become extremely Eurocentric and patriarchal, and where she's often told that she has no power anymore? How does she come back from that? What is it that women need to do within that oppressive situation? Yeah, you can translate, please. Yes. Donc ici, on voit le slide qui porte le nom de Kandaka. Kandaka, c'est simplement la lignée des reines. Quel type de reines? Eh bien, les reines que l'on retrouvait jadis Eastern Northern Africa, donc au nord-est africain, pardon. Dans ce groupe, qu'est-ce que nous faisons? Et justement, nous avons des femmes qui se retrouvent ensemble. Et là, vous pouvez voir qu'il y a aussi bien la jeune fille de peut-être 10 ans et la maman un peu beaucoup plus âgée. En fait, ce sont les femmes qui, justement, se retrouvent entre elles et partagent. Elles partagent sur quoi? Sur leur expérience d'être une femme aujourd'hui. Et ce sont des femmes qui discutent de tout l'aspect guérison, qui discutent du pouvoir de la femme, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on vit dans un système qui est patriarcal, et donc on parle un petit peu de ce pouvoir que la femme aurait perdu, et justement la question fondamentale, c'est what should we do? Donc, qu'est-ce que nous, en tant que femmes, devrions faire? Then we can go to the next slide, which is Shabaka. Et puis, on passe au prochain slide qui parlera du groupe Shabaka, which is our platform for African men, where we, in a similar way to what the sisters do, also have dedicated spaces for African men to have similar conversations, dialogues, workshops. And when you may see a number of people sitting in the slides that I'm showing you, but that's also because in some of the more ceremonial work that we do, we don't feel it's appropriate to take pictures because it's quite sacred and it's governed by a certain spirit that we don't feel is for public consumption. So it's not just dialogues, it's also work, it's activities, it's ceremonies that we go through, both to understand how we have ended up in the situation we are now, so that we can move forward. And that's the whole point, to move forward, to become the powerful people that we were scripted to be. And in addition to have the separate Kandaka space and Shabaka space, we also have the Black Love space, where we come together as African women and men to have new forms of dialogues, new ways of articulating to each other that we are here for each other. Not just in the romantic relationship format, because that is obviously one that many want, and we appreciate that. But before we can even function in that space, we also need to love each other as family. We need to have each other's back. We need to be concerned about each other. We need to want to be part of healing each other's wounds. And that's what we do the work for. Haché. Alors dans le groupe Shabaka, c'est en fait similaire au groupe Kandaka des femmes, où justement ici dans le groupe Shabaka, les hommes se retrouvent et ont des conversations similaires. Chose importante à préciser, vous voyez que dans la majorité des cas, les personnes sont assises, mais il faut préciser qu'on n'est pas toujours assis. Et malheureusement, il n'y a pas de photo parce que beaucoup de cérémonies sont des rituels. Donc, il y a l'élément, une dimension spirituelle derrière. Donc, de ce fait, par respect, on ne peut pas photographier. Donc, il n'y a pas d'image à montrer. Mais dans ces différents Shabaka, eh bien, il y a des dialogues, il y a des cérémonies. Et il y a surtout la question fondamentale, c'est comment en est-on arrivé là? Comment est-ce qu'on a pu être détruit de cette manière? Donc, de ces faits, on peut maintenant commencer à trouver des solutions pour aller de l'avant. So how to move forward.
autre chose en fait très importante aussi, c'est qu'il y a l'espace où on parle d'amour. Donc il y a the Black Love Space. C'est également un autre espace où on dialogue, où on se parle les uns avec les autres. Et je précise que c'est pas juste l'amour romantique, parce qu'évidemment beaucoup de gens voudraient un type d'espace où les hommes et les femmes se mettent ensemble parce qu'ils s'aiment. Mais ici c'est vraiment love as family. Ici c'est vraiment l'amour en tant que famille. C'est vraiment l'espace où on apprend à se comprendre les uns les autres. We've got each other's back. Donc, je te protège et tu me protèges. C'est vraiment un espace de guérison. It's a place for healing. We have a number of projects we could talk about, but I'm only going to mention 2 more. And the next slide talks about Teen Talks. Yes. So Teen Talks is a program that came out of a number of Shabaka men or participants in Shabaka who wanted to play an active role in being mentors for teenage men. So we, especially when COVID started, we had planned to start a teenage group, which would be more of a face-to-face group. But now when lockdown came and we could not meet physically, it became a virtual space. So we have young men from a couple of countries in Europe. We have had 1 or 2 other African countries as well, but it has been mostly in South Africa, who come together every single Sunday and talk about issues in their lives as young Black men. This could be learning, this could be home, this could be mental mental health. It could be relating to the opposite sex, could be so many different things. And they are guided by, excuse me, they are guided by young adults who are in their 20s up to 30s. And the young men in the group are between 12 to 19. And it's an open space. You are of course encouraged to keep your camera open and to share. But if you feel you don't want to say much, we allow space for that because we know that teenagehood can be very awkward. It can be very difficult, especially to talk about your true self, and especially when you are with other people that you don't know. But what is beautiful about this platform is that parents who have been so devastated because they feel they have lost touch and lost connection with their teenagers have been able through this program to find the connection again through conversations we have had with the young men, and for them then to open up to their parents. So it's a program that we're very proud of, Teen Talks. Thank you. Alors ici, c'est le programme Teen Talks, donc ce sont les jeunes adolescents qui se parlent entre eux. C'est un des programmes pour lequel je suis personnellement très fier. Alors c'était une initiative qui est venue des frères qui faisaient partie du groupe Shabaka, qui avaient en fait compris qu'il était important justement d'inclure les jeunes. C'est un programme, quand bien même on a fait des programmes dans d'autres pays, mais c'est essentiellement en Afrique du Sud et on se réunit tous les dimanches. En fait, c'est un programme où les jeunes vont être parrainés, si on veut, par des personnes qui sont beaucoup plus âgées. C'est vraiment un groupe qui s'est développé durant le confinement. Et dans ce groupe, on discute de plusieurs choses. On parle de l'apprentissage, on parle de la maison, on parle de la santé mentale, on parle de la sexualité. Donc les garçons vont se préoccuper ou en fait essayer de savoir sur la sexualité de nos sœurs. Donc les jeunes sont âgés de 12 à 19 ans et ils sont en fait guidés par des personnes qui ont entre 20 et 30 ans. C'est une formation justement où on dit qu'on a une politique de caméra ouverte, donc on filme, mais celles et ceux qui ne sont pas à l'aise à ce moment-là, on ne filme pas du tout. Ce qui est important, et on est fiers de ça, c'est qu'il y a parfois des parents qui ont perdu le contact avec leurs jeunes adolescents parce que voilà, il n'y a pas de dialogue. Alors ici, ces parents qui ont été dévastés, détruits par ce mur qui s'est créé entre l'enfant et les parents, eh bien, comme chez nous, l'enfant arrive et il s'ouvre, eh bien, à travers ce Teen Talk, l'enfant s'étant ouvert, maintenant, ça laisse la possibilité aux parents de renouer le lien qui serait peut-être brisé avec un enfant qui serait peut-être pas compris et des choses comme ça. And the last
program I'd like to mention is the almost last slide, which is about mentorship and coaching. I have, because I didn't have an easy experience of being a Black youth myself, I made a promise to myself when I was very young that I must never forget what it's like to be young. And I saw very clearly around me that many adults had forgotten. And I don't know if I can claim that I've been able to do that quite completely successfully, but I think it has done something to how I have lived my life. I'm very close to young people. I spend most of my time with young people. Um, and I do that because I think it is an absolute necessity. In addition to that, I also enjoy it, which of course is a blessing. But I think it's an absolute necessity because, contrary to what I feel many adults and peers around me seem to think of young people, I see young people really searching. I see young people really giving us a clear message, guide us. I see young people really saying, I want to know more. And I'm saying it because I can see many of my peers do not see the same thing. They see young people who are arrogant. They see young people who have no interest. They see young people who are stuck on their phones. Now, when I see young people being stuck on their phones, I don't walk away. I walk towards. I say, what are you watching? What's going on? What's happening out there? Teach me what's happening in your world. I don't see it as a slap in my face or take it as a disrespect. I take it as, for me, that symbol of a young person who's just locked in their phone. Yes, I don't like it, but I take it as a message of a young person saying, I don't know what else to do with myself. I feel awkward in this space. I'm not sure if I belong. I'm not sure if I have a place that I feel I can define as mine. So I think what I'm saying is that our experience as a company, and I'm trying to formulate this as an encouragement to everyone else as well, please let us be there for young Black youth. Let us be available. And that doesn't mean to say to a young person, if you need some help, just call me up. That doesn't help. Young people, when they're at the most awkward moment, they don't want to call anybody. So if you haven't established a contact before that, they're not going to call you. So when something happens, you can't say, but I told you you can call me. Why didn't you call me? Because you need to show that you're available. A lot of young people in our community today feel that we really have lost them, feel that we're not really interested in them, apart from their school grades, apart from what they can produce in academic results. So when they say that I'm tired of school and that I don't like what my teacher is saying, they are actually guiding us. They're actually telling us that there might be a lot of nonsense in these books. There might be a lot of misguidance. We need to give our youth a better presence so they can have a better future. Ashe. Haché. Alors ici, ça c'est peut-être un des derniers slides. Et je vais dire de manière personnelle que moi, ma jeunesse, elle était pas facile. Elle était pas facile du tout. Alors du coup, comme ma jeunesse, elle n'était pas facile, je m'étais fait une promesse que quand j'allais être adulte, eh bien, j'allais participer au changement, justement pour faciliter la vie des autres jeunes. Parce qu'un des problèmes que moi j'ai remarqué, c'est que beaucoup d'adultes ont oublié que jadis, ben, eux aussi, ils étaient jeunes. Et que ma vie, justement, elle a changé, comme je m'étais promis que j'allais participer, que j'allais être quelqu'un qui allait plutôt aimer qu'il y ait un changement. Je me suis dit que j'allais passer du temps avec des jeunes. So I spend time with the youth. Et j'estime que c'est une nécessité absolue. It's an absolute necessity. Parce que faut pas oublier que le jeune qui est devant son téléphone du matin au soir, en fait, c'est un message pour dire « je cherche quelque chose, je veux trouver une solution ». C'est l'enfant qui dit « je veux être guidé, je veux connaître autre chose ». Alors que beaucoup de gens pensent que lorsque un jeune est rivé sur son écran, en fait, il est arrogant, il est je ne sais pas trop quoi. Mais en fait, c'est simplement le jeune qui cherche quelque chose.
Et c'est une manière pour nous justement de prendre cette opportunité. Quand on voit un jeune devant un téléphone, c'est aller vers lui et dire « Hey, qu'est-ce que tu es en train de regarder ?» Et c'est comme ça qu'on peut maintenant créer un dialogue, parce que peut-être que l'enfant traverse un moment difficile. C'est quelqu'un qui a des problèmes à l'école. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se définir en tant que jeune adolescent. Donc, il faut vraiment que nous, on puisse inclure ces jeunes-là et les prendre avec nous. Parce que très souvent, on se dit, mais tiens, j'avais dit à ce jeune que s'il avait un problème, qu'il devait m'appeler, et le voilà dans des problèmes, il m'a pas appelé. Mais avant que le jeune t'appelle, il faut d'abord établir un contact avec le jeune avant. Comme ça, lorsque le problème arrive, à ce moment-là, comme le contact avait déjà été établi, le jeune peut facilement trouver la possibilité de venir te parler. Donc, il faut vraiment se montrer. Il dit, you need to show you are available. Il faut que tu te montres comme disponible pour que le jeune puisse venir te parler. Autre chose, et ça c'est pour la fin, le jeune peut être fatigué à l'école. Mais c'est pas que le jeune est fatigué parce qu'il est fainéant, c'est peut-être sa manière à lui de dire justement que l'école ça fait chier, que les bouquins c'est rempli de conneries, donc l'enfant est fatigué d'apprendre des conneries, donc s'il dit qu'il est fatigué d'aller à l'école, c'est pas parce qu'il est fatigué, c'est qu'en fait il est fatigué d'entendre des conneries, et donc, arrête de rire toi, donc voilà un petit peu en gros ce que le frère essaye d'expliquer. Excellent, 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 excellent. Tu dis au frère, vraiment, j'ai passé un très bon moment, très, très bon moment d'échange. Je ne regrette pas d'être entré en contact avec ce frère. Je ne pense pas que ça va s'arrêter dans les histoires de live parce que moi aussi, j'ai mon organisation et j'aimerais bien créer un lien réel entre mon organisation et bénéficier entre mon organisation et lui et bénéficier de son expérience, de son expertise pour qu'on puisse mieux apprendre parce que je pense que j'ai beaucoup de choses à apprendre de ce grand frère. Donc, vraiment, merci. Il n'y a pas de hasard et je pense qu'il y a une connexion qui s'est faite parce que ça devrait se faire. Voilà. Malgré la barrière de la langue, hein, je suis têtu, on fera en sorte de quand même garder le lien. So despite this barrier, this linguistic barrier, I really want to say that this encounter was not casual. It was something that the ancestors allowed to see happening. And sincerely, Mimobali Makasi, I don't have any regrets to reach out to you. And I really want to say that in addition to this broadcast, I really would like to create physical permanent links, because with your organization, Brother Mabali Makasi, we didn't talk about this before, he's got an organization called the BUNTU group, and it's a group of brothers and sisters who get together, meet physically, and we learn about our history, meet guys and girls, do barbecues, basically getting together. So Mobali Makasi says that he feels that he would learn from your practical experience. So he really says that he will benefit from it, and therefore he's keen to maintain and deepen that relationship and that connection, that link with you. Wow. Merci beaucoup. Thank you so much, Brother Matondo. Mubali Mukasi. It means so much. The work you are already doing, and I'm looking forward to more conversations, more planning notes, more strategies, more revolutionary actions. It is such an inspiration to see dedicated brothers like yourselves spending so much time and effort purely for the awakening of the Black nation. It is such an important work that you do. I'm thanking you. I'm thanking everyone who has gotten something from this show, who supports this show, who makes sure that this show continues, because you know there's a number of people who want to tear you down. So you know that. Exactly. But you're using that knowledge also for your own strength to be consistent. So please continue in any way that I can support, guide, be of any use. I'm more than available, and I would love to contribute. So I look forward. Thank you so much. So, merci beaucoup, frère. Je suis inspiré et je vois votre dedication, la manière dont tu es vraiment à fond dans ce que tu fais, et le travail d'élever la connaissance, le travail d'apporter une connaissance au peuple. Et je remercie tout le monde, les personnes qui aident à ce que cette chaîne fonctionne, les personnes qui te soutiennent, les personnes qui font des dons, les personnes qui sont là justement pour que ce projet existe. Et même, il faut aussi tenir compte des gens qui justement sont là pour te critiquer, qui veulent te détruire.
parce que justement, à travers le travail que tu fais, ça te donne une force et ça te permet d'être conscient. Donc, moi, je suis ravi, je suis content et j'aimerais te soutenir. J'aimerais être utile de la manière que tu voudrais que je puisse faire. Donc, franchement, je suis à toi et donc haché. Haché. De la même façon qu'il a ouvert la porte en faisant rentrer nos ancêtres, en demandant la permission, eh ben, nous allons refermer la porte, toujours en remerciant nos ancêtres. Donc, je vais lui laisser faire ce rituel de fermeture. Et après, on va se quitter. So just as we had the ritual to open, I will ask you to do another closing ritual, and then at that point, the broadcast will be over. Okay. I want us to, I'm showing you a visual of white stones. And I just want you to keep that in focus. We come before our ancestors and we want to give thanks. We want to give thanks that not all is lost. We want to give thanks that we can still have hope, solid hope. We want to give thanks that we can still stand. We want to give thanks that we have many family members who think similarly, who practice similarly, who are ready to create that huge African family that can interlink, that can guide each other, and that can reclaim the new Africa. We ask our ancestors and we call you as sincerely as we can, from the depth of our heart, from the darkest part of our experience. Push us, challenge us, drive us forward. We need to walk and we are willing to walk. We might be scared, we might tremble, we might doubt, but we need to trust that you are there for us, with us, and that you will keep pushing us forward. We will walk. Ashe. Haché. Alors, je suis ici avec des pierres blanches et j'aimerais dire merci. Et également, ces pierres, c'est pour dire que tout n'est pas perdu, que nous avons de l'espoir. Nous avons l'espoir qui est solide et nous nous tenons debout. Et je dis merci parce que nous avons plusieurs membres de notre famille. Et je suis là pour dire que nous sommes prêts à créer des familles africaines, des familles kamites. Nous voulons réclamer notre nouvelle Afrique et nous faisons appel aux ancêtres à travers nos expériences les plus sombres et nous leur demandons de nous pousser, nous leur demandons de nous aider à aller de l'avant et nous voulons vraiment avancer malgré nos peurs, malgré nos doutes, parce que ces ancêtres sont avec nous et ils nous poussent à aller de l'avant. Haché. Haché, 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 haché. Merci beaucoup, Matondo, grand frère. On se retrouve bientôt. T-Boy, si tu es fatigué, tu veux rester avec moi, ok. Si tu es fatigué, tu veux couper, ok. Je vais faire le vote, parler un peu avec le peuple. Donc, je sais que tu es fatigué, je sais que vous deux vous êtes fatigués. La voix, j'ai senti que la voix, surtout toi, T-Boy, la voix, tu commences à la perdre. Mais bon, voilà. Donc, moi, en tout cas, pour le frère, j'ai terminé avec le frère. On va poursuivre en off pour l'an prochain, pour une suite. Et pour Ubuntu aussi. Ashe. So Brother Mobali Makasi just thanking you. He says Matondo, which means thank you. All you've got to do is to say Matondo, which is thank you Mobali, and then we will just allow you to exit the link, and I'm going to stay with Brother Mobali Makasi and complete the broadcast. Matondo, asante sana. Matondo, Ashe. Matondo, Ashe. Ashe, thank you very much, brother. Thank you for everything. It's been an amazing broadcast. C'était un live extraordinaire. Matondo. 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 Voilà, les amis. So feel free to click off and to exit, brother. C'est bon. Il est parti. T-Boy, il faut que je te retrouve dans l'écran. Où est-ce que tu es? Ok. Bah, excellent, hein, frère. Bois de l'eau, mon ami. Bois de l'eau. Yes. Bois de l'eau, mon verre, ami. d'ailleurs. Parce que à un moment donné, tu m'as fait peur. Hein. Ouais. Je suis désolé. J'ai eu pitié de toi.
J'ai dit, ah, le J'avais pauvre un... T-Boy. J'arrive pas à retrouver mon verre d'eau, mais c'est pas grave. J'avais un verre d'eau pourtant. Bois de l'eau, mon ami, bois de l'eau. Souffle un peu. Where have I put my glass? C'est bizarre, j'avais un verre d'eau. Désolé la famille. Vous voyez les gens qui critiquent. Faites une Ah, c'est pas grave. traduction en direct pendant 3 heures, plus de 3 heures, frangin. Hein? Yes. Essayez même chez vous. Essayez de faire un truc comme ça chez vous, les amis. Ici, là, mon ami, faut pas venir sur cette chaîne faire des critiques si vous n'êtes pas capable. Taisez-vous et contentez-vous de ce qu'on vous donne, parce que c'est déjà beaucoup. C'est même trop. Absolument, Même. la famille. Ah oui, parce que la famille, c'est trouver le frère, parler avec le frère, se mettre en WhatsApp, discuter, traduire, choisir les différents sujets que le frère aborde et sélectionner dans les dizaines de sujets qu'il traite un sujet particulier, centrer le débat, décider du titre, faire les slides, traduire les slides en français, oublier même et faire des fautes de français, parce qu'on traduit de l'anglais au français, faire des soundchecks, balance de son, donc 3 heures de live, plus je ne sais pas combien de semaines de préparation. La famille, c'est pas juste en claquant des doigts. Donc pour celles et ceux qui ont la manière de floquiser le débat, réfléchissez un petit peu. Voilà, et on vous attend. Si vous pouvez faire mieux, les amis, hein, gratuitement, bien sûr, parce que je ne vais pas vous payer, j'ai pas d'argent, moi. D'accord. Et même si je l'ai, je vous donne pas. Donc gratuitement, comme le frère, il le fait pour la communauté. Moi, je veux bien vous voir. Parce que c'est bien de jacasser. Hein. Nous, on veut l'action, d'accord. Tu jacasses, ok, on dit d'accord. Alors propose une meilleure idée. Voilà. On va pas polémiquer là-dessus. On va essayer d'évoluer. Je vais un peu, du coup, ça m'a un peu, comment je peux dire. Lorsqu'il a évoqué le sujet de... T'étais ému, frère, hein? Il a touché beaucoup de sujets qui m'ont beaucoup ému. Je m'attendais à entendre Francis, j'ai rien entendu. Non. Tu vois, d'habitude, je fais des pull-ups, je fais plein de trucs, mais il a été tellement juste, et ses paroles étaient tellement justes que j'avais pas envie de m'amuser, en fait. J'avais juste besoin de l'écouter. J'avais pas besoin de... Il était très profond. Il est très, très, très profond, et ce qu'il dit, ça se voit qu'il le vit, parce que beaucoup de choses qu'il a dit comme ça, moi je sais ça, je sais parce qu'à travers ma culture, c'est histoire de manger ensemble, tout ça. C'est des petits trucs, hein. Mais quand tu es dans la culture, tu sais de quoi il parle. Et tu sais à quel point c'est important. Tu peux pas dire ça parce que tu as entendu. Si tu le dis, c'est parce que tu l'as vu et tu le comprends. Et quand les personnes peut-être l'ont oublié et qui se rappellent de ça, ça rappelle plein de choses de leur enfance. Ça rappelle plein de personnes peut-être que tu as connues, peut-être qui sont décédées, mais qui t'ont inculqué ça. Et donc ça réveille pas mal de... En tout cas chez moi, ça réveille pas mal de souvenirs qui étaient enfouis dans ma mémoire. Et voilà pourquoi vraiment j'étais très ému par ce qu'il disait. Tu vois ? À propos de ça, si tu me le permets, je vais te raconter une petite histoire à propos de bouffe. J'étais en Côte d'Ivoire en 93 et je vais voir des amis qui m'amènent quelque part, des gens que je ne connaissais pas du tout. Et les gens me demandent est-ce que tu as mangé? Je dis ouais, j'ai mangé. Ils disent mais est-ce que tu as mangé? Je dis ouais. Et on voulait partir. Et bien ils ont insisté à ce qu'on mange ensemble. Et tu sais ce que c'était? Il y a un grand plat, mais un grand plat de peut-être 10 personnes. On avait mis à manger dedans. Frère, on mangeait debout en se regardant. Donc, tu as une grande assiette, chacun met la main en dessous pour dire qu'on est unis et on mange en se regardant. J'avais jamais mangé aussi près de quelqu'un, tu vois. On est là 10 mecs, mais c'est comme si on se touche le nez presque et on mange. Et ça te fait sentir que l'unité africaine, c'est quelque chose de tellement puissant et précis que demain, tu ne pourras pas trahir ces frères-là parce que vous avez mangé ensemble, t'imagines? Ouais, franchement, le mec, il était trop puissant. C'est pour ça que quand il a parlé de ça, et de plein de choses d'ailleurs, hein, ça m'a... Parce qu'il faut connaître la culture, il faut connaître ces symboles-là, ce que ça veut dire. Et moi, je me souviens de tous ces amis-là avec qui on nous a obligés de manger ensemble. À chaque fois, si notre amitié, c'est un peu... Avec le kémitisme, ben souvent l'argument c'est on a mangé ensemble. Ça veut dire que nous sommes plus que des amis, nous sommes une famille. Et quand il a dit qu'une famille c'est la personne avec qui tu manges ensemble, et ça fait sens, tu vois, ça fait sens. Mais bon bref, c'était vraiment un très bon live. Mais là où je voulais réagir, c'est lorsqu'il a parlé des critiques, souvent dans la communauté. Et nous sommes champions en fait, nous sommes la communauté, on passe beaucoup plus de temps dans la critique que dans les solutions. On veut la perfection. Voilà. Et le pire, c'est qu'on veut la perfection. C'est-à-dire cette idée chrétienne, lorsqu'on quitte ces religions abrahamiques, on reste avec tout
toute la merde qui va avec, tu vois. Donc, du coup, on attend, si quelqu'un dans la communauté doit faire quelque chose, cette personne-là ne doit pas avoir de défaut, quoi. On ne doit pas entendre que elle doit être comme pire que Jésus, quoi. Et le pire, et ça me fait un peu du mal parce que les gens très souvent qui critiquent, quand tu regardes dans leur vie, ils ne font absolument rien. Beaucoup de personnes, aujourd'hui peut-être qu'on va critiquer, ces personnes engagent quand même leur vie, leur sécurité, des fois même leur boulot, des fois même leur famille, leur temps, leur énergie. C'est bien facile de discuter en cachet, mais comme moi, là, quand je bavarde comme ça, là, je mets quand même ma vie, la vie de ma famille quand même en danger parce que je m'expose, je montre mon visage, il y a mon nom, il y a plein de choses. Je ne suis pas quelqu'un qui se cache. Ça demande quand même un certain courage que beaucoup de personnes n'osent pas le faire parce qu'ils ont peur des répercussions dans la vie, que demain tu dis un truc et que tu te fasses agresser parce qu'ils n'ont pas les couilles en fait. Tu vois, et moi je respecte ces gens-là. Donc quand tu fais une critique, essaye toi d'apporter, moi si je critique c'est pour apporter une meilleure solution. Ma chaîne, c'est pas une chaîne de critique. Et si je critique, j'apporte des solutions à ma communauté. Les gens que je fais, quand je dis ouais les locodins, machin truc, j'apporte des solutions à mon niveau que je peux apporter. Ça veut dire que je ne vais pas faire une critique pour faire une critique. J'apporte un spécialiste pour vous donner une autre information dès demain qui est applicable. Mais je ne vais pas juste bavarder pour bavarder. J'apporte des solutions en fait. J'essaie d'apporter des solutions. Et cette chaîne, ce n'est pas une chaîne de critique. C'est une chaîne où nous apprenons. On apprend. On ne parle pas de un tel a fait ceci. Non, non, non. Tel sujet nous dérange, quelle est la personne qui est qualifiée pour nous parler des solutions qu'on peut mettre tout de suite en pratique. Et c'est ce que je voulais dire, que toi, tu vas à la source. Tu racontes pas des choses, tu vas trouver des Sud-Africains qui viennent parler. Bientôt, on aura une sœur soudanaise qui viendra. On a eu des frères des États-Unis, des frères jamaïcains. Donc toi, tu vas à la source et je connais pas beaucoup de chaînes francophones qui font ce travail-là. Tu vois, mais réfléchissons vraiment les amis. Si c'est pas pour le débat n'est pas sur Mobali, on s'en fout de Mobali. Je veux en fait qu'on se focalise un peu, qu'on prenne bien conscience que la perfection les amis, ça n'existe pas. La perfection, cette chaîne n'est pas parfaite, Mobali n'est pas parfait, je n'ai jamais dit que j'étais parfait, je n'ai pas la prétention de dire que je suis parfait. Et toutes les personnes même qui font des choses, qui essaient de faire des choses, ces personnes ne sont pas parfaites. Tout le monde a des défauts. D'accord ? Mais la critique, elle est bien. Mais nous devons... Parce que la critique, ça ne... Comment je peux dire ? Si tu ne proposes pas la solution qui va avec, ça ne sert à rien. Tu vois ? Un enfant qui met la main au feu, je lui dis, ne mets pas la main au feu. Il ne comprend pas. Il faut que je lui dise pourquoi tu ne dois pas faire ça. Il faut que je lui apporte la raison pour laquelle il ne doit pas faire ça. Mais juste dire ne doit pas mettre... Où ça, c'est interdit, ou ne fais pas ça, ce n'est pas une solution. Parce que ça va éveiller la curiosité au pire. En tout cas, ce n'est pas du bon. Donc, si vous critiquez les amis, il faut apporter une solution. Si vous n'aimez pas telle ou telle chose, apportez une solution. Mais la critique, pour le cassage, ça ne va pas nous faire évoluer. Je le dis ça pourquoi ? Parce que j'ai fait exprès, et je fais exprès, d'inviter bientôt une sœur qui va nous parler du Kwanzaa. Et je sais à quel point ce sujet-là dans la communauté, entre parenthèses, Kamit, c'est un sujet de polémique. C'est un sujet de polémique parce que ça part dans tous les sens. Moi, je n'ai pas un problème avec ça. Je pense qu'il faut, nous les Africains, c'est maintenant, aujourd'hui, là, que les Africains ne peuvent pas cohabiter avec des gens qui ne pensent pas forcément pareil. Parce qu'en Afrique, pour ceux qui se prétendent africains, alors si vous connaissez votre Afrique, vous savez bien qu'on cohabite des fois avec certaines tribus dont on ne pense pas pareil. L'Afrique, elle ne pense pas pareil. Arrêtez de regarder YouTube. Les Africains ne pensent pas pareil. Tu prends moi je le dis par exemple chez moi, moi je suis un Lari, eh bien un Lari et un Bémé, ils ne pensent pas forcément pareil. Hein. Un Bémé et un Teke, ils ne pensent pas forcément pareil. Un Teke et un je ne sais pas moi, un Mboshi, ne pensent pas forcément pareil. Ils ont des désaccords, mais ça n'empêche pas à ces gens-là de cohabiter. Et ils ont cohabité des centaines d'années, des milliers d'années ensemble. L'Afrique, c'est une plateforme où on cohabite. Même l'Égypte, là, vous parlez de l'Égypte. Est-ce que l'Égypte, là, c'était un truc avec un seul Dieu, avec une seule pensée, avec un seul temple, Non, c'est plusieurs temples, c'est plusieurs divinités, c'est plusieurs pensées, c'est plusieurs philosophies. Mais ils ont cohabité. Est-ce qu'ils se faisaient la guerre? Non, ils cohabitent, ils respectent comment les uns pensent, comment les autres pensent, et comment les uns peuvent apporter de l'intelligence aux autres, et ils grandissent ensemble. Et nous devons avoir ça en tête. Nous devons cohabiter, même avec des gens forcément on ne pense pas pareil.
On doit cohabiter et travailler. Et ne regardons que le meilleur. Tous les invités que j'invite sur ma chaîne, je ne suis pas forcément d'accord avec eux. Hein. Faut pas croire. Faut pas croire. Mais moi, ce que je regarde, qu'est-ce que cette personne a de positif qu'elle peut apporter à la communauté. Et si cette personne, elle a un truc qui est positif, je vais me focaliser sur ce qui est positif et je vais l'inviter par rapport à ce truc positif. Tout le reste là, dont je ne suis pas d'accord, je m'en fiche. Moi, je veux qu'elle apporte le meilleur de cette personne-là, qu'elle apporte sur cette plateforme. À partir du moment où on a les mêmes, où on défend les mêmes intérêts. Parce que la condition ici, c'est d'abord, tu dois être kamite. Au moins, je sais qu'au moins, il y a au moins un truc sur lequel nous allons être d'accord. Le deuxième truc, c'est que tu dois être panafricain. Par panafricain, j'entends que tu ne mets pas ton petit pays là en avant. Tu dois voir grand. Tu dois voir grand, nous, en tant que un seul peuple. D'accord ? Tu dois voir, c'est ça la condition. Moi, je ne veux pas voir des gens qui sont fanatiques de leurs enclos. Moi, je suis haïtien, moi, je suis congolais, moi, je veux pas de ça. Parce que ces divisions-là, ça ne nous fait pas avancer. Parce que pour les autres, là, ils ne voient que des noirs. Pourquoi nous, on va se diviser si tout le monde nous considère comme des noirs? Est-ce que le fait de se considérer comme congolais, c'est ça qui va faire que les contrôles, les flics, quand ils vont me contrôler, ils seront plus gentils avec moi? C'est ça qui va faire que les gens qui sont racistes seront plus gentils avec moi? Ils ne voient que des nègres. Alors pourquoi on va se faire de la division entre nous? Donc moi, c'est déjà le deuxième critère. Ensuite, c'est qu'est-ce que cette personne-là peut apporter? Qu'est-ce que cette personne sait et qu'elle peut apporter et qui va bénéficier à la communauté? Donc les défauts, les amis, faudrait pas après me dire oui, mon Bali, tu as invité un tel, mais un tel fait ça. On s'en fout. Est-ce que c'est ce que cette personne nous a apporté? Ça nous aide? Oui. Est-ce que s'il y a des défauts, est-ce qu'on peut corriger? Oui. Vous savez comment? Parce qu'on va inviter un autre professeur qui va peut-être dire quelque chose qui va corriger ce que l'autre a dit. Et de correction en correction, en correction, en correction, nous allons avoir quelque chose de plus propre. Mais je ne peux pas, moi, inviter quelqu'un ici, il doit être immaculé conception. Il doit être venu du ciel sans défaut, sans truc. Non, 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 non. Dans les amis, il faut qu'on soit stratégique. Si vous dites qu'on est en guerre, tout ce qu'on fait, il doit avoir une stratégie. Et dans une guerre, dans une armée, tout le monde ne va pas forcément au front. Il y a même des cuisiniers, il y a même des mécaniciens, il y a même des je ne sais pas de quoi. Tous ces corps de métier font que c'est comme ça qu'on va gagner la guerre. Mais nous ne pouvons pas attendre dans notre communauté que si quelqu'un parle, cette personne doit montrer patte blanche, elle doit... Arrêtons ce truc-là. Et la plupart des gens même qui critiquent, quand tu regardes leur vie là, vraiment, quand tu regardes leur vie, tu rigoles. Quand tu les croises dans la rue, s'il te faut rentrer dans leur maison, tu vas dire c'est toi qui fais des critiques Kamit là, c'est toi Kamit. Tu regardes leurs femmes, tu regardes leur papa, tu regardes leur maman, tu regardes leur famille. Le floquise. C'est des floquise, on floquise, on floquise, on floquise, on floquise. Donc tu vas parler pour dire quoi, pour enseigner de quoi. Donc l'humilité les amis, il faut qu'on apprenne ça. Peut-être que les gens qui suivent la chaîne de Mobali, peut-être qu'on n'est pas concernés. Mais il y a souvent des gens qui nous rejoignent, qui ne comprennent pas pourquoi et qui font des fois des critiques. Arrêtez les amis. Nous, on essaie de se structurer doucement avec le peu qu'on a et on essaie d'avancer avec le peu qu'on a. Donc je m'arrête là parce que sinon ça va faire un autre live. Mais je voulais juste réagir parce que ça m'a un peu touché en fait, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses, frère? Un autre petit point, c'est ce qu'il a expliqué à la fin, l'importance d'inclure les jeunes adolescents. Tu sais, les 12-19 ans. Parce qu'à un moment donné, il faudra bien se dire que on fait des lives. En fait, on avait fait un live avec le fils de Dr Mahat. C'était très bien, justement, de mettre la plateforme et de la mettre à la disposition d'un jeune. Et en fait, il avait quel âge? 19 ans? 20 ans? Je sais plus. Un jeune. Et moi, je pense que, franchement, que les jeunes doivent être vus et il faut qu'on puisse peut-être programmer un groupe de jeunes qui viennent parce que je pense que ça doit le faire, que des jeunes puissent quand même parler parce que je pense que les jeunes, c'est le futur et ils ont leur mot à dire, tu vois, parce que nous, là, on est des papas, on a des enfants qui, en fait, grandissent et il faut vraiment que l'enfant puisse aussi être mis au centre du jeu, tu vois. Et moi, je trouve que ça, c'est super important. Oui, j'ai parlé du truc du Kwanzaa là, mais je suis pas allé loin. Donc, je sais, les amis, il faut pas me faire des commentaires, faut pas me faire ça. De toutes les façons, les amis, qu'on soit, parce que les gens souvent parlent de ça pour dire oui, mais la personne qui a fait l'histoire de Kwanzaa est partie en tôle ou je ne sais pas quoi. Les amis, réfléchissons bien entre nous. L'histoire du christianisme, pour faire simple, c'est le papa qui sacrifie son fils parce qu'il a créé le mal. Il n'arrive pas à trouver une solution au mal, il sacrifie son fils. Vous en avez fait un Dieu.
Le papa est un assassin qui a tué son propre fils. Il a sacrifié son propre fils par rapport au mal que lui-même il a créé. C'est pas lui-même il s'est sacrifié, il a sacrifié son fils. Et vous avez créé des temples, et vous avez créé des églises, et vos parents sont dedans, et ça prie, et ça prie, et ça prie. À ce moment-là, les amis, vous ne questionnez pas ça. La personne qui a l'initiative de cette religion-là, c'est un autre. Il s'appelle Paul de Tarse, un assassin. Lui, son truc, c'était de tuer les chrétiens. Il tuait les chrétiens, il tuait les chrétiens, il tuait les chrétiens. Et après, il a eu une révélation. Ça s'appelle la rédemption. Dieu lui a parlé, et du coup, il a changé de truc. Mais on ne va jamais questionner le passé de Paul de Tarse. Là, à ce moment-là, il a eu une révélation. Tout ce qu'il a fait, ils appellent ça comment? La rédemption. Donc, il faut oublier. Parce que maintenant, il a changé de truc. La rédemption, quand c'est les religions des autres, ça, vous connaissez. Hein? Que ce soit dans l'islam, c'est pareil. Hein? On ne va pas dire que l'islam, c'est une religion de paix, ça se saurait. Avec tout ce qui se passe en Afrique. D'accord? Mais n'empêche que vous oubliez tout ça. Hein? Vous oubliez tout cela. D'accord? Au nom de la rédemption. Hein? Vous êtes même fiers. Moi, avant, j'étais comme ça, mais depuis que j'ai découvert la religion, je ne suis... Vous faites même des témoignages. J'ai vu des vidéos. Hein? Vos parents là qui parlent, moi depuis que j'ai découvert le Christ, j'ai changé. Depuis que j'ai découvert l'islam, j'ai changé. Ok, donc ça veut dire qu'on ne doit pas prendre en compte votre passé parce que depuis que vous avez découvert le christianisme ou depuis que vous avez découvert l'islam, vous avez changé. Mais alors, quand c'est pour nous le kémitisme, les gens aussi ont une vie, les gens ont été aliénés, les gens ont fait des bêtises. Et quand ces personnes-là ont décidé d'être kémites, vous ne voulez pas oublier leur passé. Oh les amis, soyez quand même sérieux. Soyez quand même sérieux les amis. Mais on n'est pas des kémites. On n'est pas. Mais moi j'ai mon passé les amis. Et pour beaucoup c'est la même chose. On a tous nos casseroles. On a tous nos casseroles. Le kémitisme, on a découvert ça à l'âge de... À partir du moment où tu as 2 chiffres. Où ça commence à partir en 3e chiffre. D'accord? Quand on dit 2 chiffres, c'est pas 12 ans. Hein. C'est quand ça commence à atteindre vers le 3e chiffre. C'est 30 ans, 40. Voilà. Tu découvres le kémitisme. Et en plus, tu découvres, c'est pas que tu es à fond dedans, c'est juste que tu as découvert qu'on nous a carotte, donc tu n'es même pas encore à fond dedans. Et vous pensez que pendant toute cette période-là, 30 ans, 40 ans, si on descend en arrière, vous pensez que c'est du bon? Ben non. Les amis, on a été à fond et on s'est bien amusé quand même, les amis. Eh oui, moi je vous le dis, moi je me suis bien éclaté en tant que... Eh oui, ça s'appelle l'expérience. Donc il ne faut pas arrêter de juger, de faire des leçons de morale. Soyons un peu indulgents. Ça, la rédemption, elle est pour tout le monde, y compris pour nous les autres, les kamites, et c'est tant mieux. D'accord? Et le contraire, parce que beaucoup de gens disent, ouais, il a fait ceci, il n'a pas l'autorisation de parler. Mais comment on peut interdire à une personne qui a autant d'expérience dans l'aliénation de parler? Mais l'expérience, ça sert à quoi? Si tu as été aliéné, tu es légitime pour parler, pour avertir aux autres. Moi, j'ai fait ça, les jeunes. J'ai fumé, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais depuis que je suis devenu kamite, ça m'a changé. Et la personne dit, ah oui, tu es un bon exemple. Donc, arrêtons d'inverser les valeurs, les amis. Arrêtons de... Et puis, les gens qui font ça, ils nous distraient. D'accord? C'était la petite parenthèse. Je pense qu'un jour, on devrait peut-être consacrer un live là-dessus parce que, du coup, les gens... Je vois souvent des critiques, hein, bon, pas me concernant, mais très souvent dans la communauté en général, il y a souvent cette tendance de critique facile de machin. Et je n'ai jamais trop compris. Donc, prenons ce qu'il y a de bien et essayons d'évoluer. Et quand il y a des erreurs, on les corrige. On corrige jusqu'à ce qu'on puisse atteindre la perfection parce que c'est ça le but. D'accord? La perfection, elle ne vient pas tout de suite. C'est à force de travailler, c'est à force de modifier, c'est à force qu'on atteint ce truc. Sur ce, les amis, ben, qu'est-ce qu'on fait? On va se faire le vote. On se dit au revoir. On fait le vote. Toi, si tu pars, tu pars, mais moi, je fais le vote. Les amis, on vote. Musique du stress. Qu'est-ce que vous avez pensé du frère BUNTU? Est-ce qu'il a fait l'affaire? 5. Il n'a pas fait l'affaire. 2. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Passe Millennium, pas passe Millennium? Moi, je vote. Après, les amis, on va se quitter. Parce qu'on parle, mais le kémitisme, ça ne paye pas le loyer. Moi, demain, je dois aller travailler. Il faut aller travailler. Mon pote. C'est bien de travailler les heures. Allez, les amis, on vote, parce que j'ai envie de savoir si ça vous a plu. Comme ça, j'aimerais bien l'inviter très souvent. Mais j'ai besoin de votre permission, les amis. En tout cas, moi, personnellement, je pense qu'il devrait revenir parce qu'il était très puissant. Il était puissant, moi, j'ai bien aimé. Je vois des 5 même en lettres. Pas en chiffres, mais en lettres. Oui. Allez-y, les amis, faites-vous plaisir. Moi, j'ai besoin de savoir. Je vois Folie à attendre, je pense qu'il a fait 5. Ouais, ça se confirme, hein, les amis. Hein. Ah, c'est du 5. Ah, c'est du tout bon. Bon, c'est du tout bon, c'est voté. Kemet Mahat, 5. Ok, les amis. C'est parfait, les amis, c'est excellent.
Donc, oui, donc le frère a son pass Millennium, il fait partie maintenant de Ouais, il y en l'équipe. a un qui a dit passe Millennium, effectivement. Ouais, il a le pass Millennium, maintenant il fait partie de la famille. Donc, c'est un frère qu'on va souvent voir du coup, quand T-Boy aura un peu de temps. Comme ça, alors si c'est pas lui, ça va être encore une autre équipe qu'on est en train de préparer pour nous aider à traduire. D'accord. Voilà. Je passe un big up à Sister Akuvi, Sister Soa. Voilà. Big up à vous. Ok. Si vous voulez aussi dépanner les amis, si vous avez des notions en anglais, aidez-nous. Aidez-nous parce que c'est un travail collectif, c'est ensemble qu'on va y arriver. Donc toute personne, je sais que cette émission elle est regardée partout. Elle est regardée par des pays, des gens qui parlent anglais. Mais les amis, l'anglais là, ça doit quand même servir à votre communauté. Donc, on en a besoin, d'accord? On en a besoin. Si vous maîtrisez l'anglais, vous m'envoyez... Attendez, je vais mettre mon numéro. Vous m'envoyez un texto et on vous inclut. 06 43 45 72 75. Donc, c'est mon numéro, d'accord? Je suis aussi sur WhatsApp. Donc, vous me contactez, vous mettez BUNTU... non, vous mettez Mobali Traduction. Ok, comme ça, je sais de quoi ça parle. Ok. Et puis, on essaie de voir comment on peut travailler ensemble. Bon, ben les amis, comme c'est plié, moi, je vous dis week-end prochain. Tu veux pas annoncer par rapport au week-end prochain? Alors, je sais même plus, frère. Je sais même plus. L'émission devient longue là. Ah, mais on reste en Afrique du Sud, frère. Ah ouais, ah oui, c'est la sœur. Oui. Et cette fois-ci, mais oui, on reste en Afrique du Sud, mais cette fois-ci, on va apporter un truc très très lourd. C'est une sista initiée qui est en Afrique du Sud. On peut dire son nom ou pas? Oui, vas-y. Non, on peut dire. C'est bon. La fiche est sortie. C'est la sœur Gogo Dineo Nlanzi, une sœur initiée en Afrique du Sud qui est super intéressante et ça va être du très très bon, Voilà les amis. Donc ça va être super intéressant. Donc on se donne rendez-vous le week-end prochain. Et il me semble qu'après elle, il y a un frère, un papa du Congo, mais qui est un professeur retraité, qui est aux États-Unis, qui va nous parler de Muntu Wanzambi. Il a écrit un ouvrage là-dessus où il va nous parler de différents corps lorsqu'on dit que tu es un Muntu, ce que ça représente, les 9 plans. Enfin, j'ai pas envie de spoiler, c'est dans le livre, bref. En tout cas, soyez là. C'est ce papa-ci, là, c'est ça? Ouh, mon frère, tu es un tricheur, hein. T'es un tricheur. T'as fini le livre? Nous, on veut apprendre. T'as fini le livre ou pas? Je suis à la moitié, mais voilà, je suis à la moitié, là, et c'est un bouquin à acheter absolument. Voilà. Oh, ok. Donc, c'est pareil, hein. Le papa, là, il a besoin des gens pour traduire cet ouvrage en français. Donc, toutes les personnes, vous êtes bons en français, la traduction en anglais, en français, les amis, aidons le papa. Parce que tu voyais ces connaissances-là, il y a beaucoup de connaissances qui se retrouvent dans les pays anglophones. En France, il n'y a pas beaucoup d'ouvrages. Et ce que nous avons, croyez-moi, quand on compare à la documentation des pays anglophones, je pense qu'on est au niveau 4, alors qu'ils doivent être au niveau 20. Franchement, il y a beaucoup de livres, surtout dans les connaissances, écrits en anglais. Et nous passons à côté vraiment de quelque chose. Hein. Je vous le dis pour la sphère francophone, on passe vraiment à côté de quelque chose. Donc au moins, peut-être grâce à cette chaîne, on va essayer de rattraper un peu ce retard-là. D'accord? Donc toutes les personnes qui ont un bon niveau en anglais, essayons de voir juste après le live qu'on puisse collaborer avec ce papa parce qu'il a besoin de ça. Et le papa, il est quand même assez âgé. Hein. Il est quand même assez âgé. Donc, pendant qu'il est encore vivant, il faut profiter pour qu'il puisse l'aider à traduire ça pour que nous, on ait accès à ces documents. D'accord? Donc, moi, j'ai terminé. Hein, j'ai fini. On va se quitter. J'ai rien à dire, effectivement. Voilà. On va se quitter avec une publicité parce qu'on soutient notre sœur. Et après, juste là, on va partir en générique. Au TEP, voilà, hein. Au TEP à la famille. Passez une bonne semaine et à la semaine prochaine. Au TEP, la famille. Au TEP, merci T-Boy, merci beaucoup pour un réel plaisir, la famille. Big up. Big up.